Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes, l'épisode 13 de la saison 2. On en avait déjà un petit peu annoncé à la fin de l'épisode 12. Il s'agit de peut-être le plus beau studio d'animation de toute l'histoire avec Disney, mais ça ne joue pas dans la même cour. Je parle d'un studio japonais, le studio Ghibli. C'est un peu l'équivalent d'un rêve dessiné à la main. C'est un studio qui a transformé l'animation mondiale avec des films capables de parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes, souvent avec une poésie folle, une mélancolie discrète et un regard très humain sur le monde. Mais avant d'être une légende, Ghibli est surtout né d'une rencontre entre deux artistes japonais totalement différents, Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ce nom, mais mes deux invités de cet épisode vont pouvoir me reprendre. J'ai le plaisir de recevoir le GOAT des podcasts, Sinetuga. Comment ça va? Domo arigato, ça fait très plaisir d'être là. Et oui, tu les as plutôt bien prononcés, ça va. On respecte les grands réalisateurs. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas peut-être l'un des plus beaux, mais c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le meilleur, c'est le studio Ghibli. Bravo à lui. Et je pense que pendant tout cet épisode, je ne vais pas arrêter d'encenser ce studio, mais je le garde pour plus tard. Merci de ton intro. Et je reçois également, de toute façon, vous êtes les deux invités les plus récurrents. J'ai toujours un plaisir à vous recevoir. Et de toute façon, tous les épisodes de studio, on vous recevra. J'ai le plaisir, encore une fois, de recevoir le dieu du podcast, Love My Cinema. Est-ce que ça va bien? Ça va, ça vit, hein, comme on dit. Là, on est aujourd'hui pour parler d'un studio où je serais peut-être un peu plus à l'aise. Ghibli, les studios Ghibli, peut-être le studio de cinéma d'animation peut-être le plus emblématique asiatique et peut-être mondial selon certaines personnes. Donc je suis très heureux d'être là pour ce deuxième tournage à tes côtés après Hardman. Donc voilà, on est devenus des invités iconiques, je pense. Bah, vous êtes des invités iconiques. Est-ce qu'on aura bientôt des parts dans le podcast? Bah, vous recevrez peut-être des claps d'or. C'est quoi C'est Est-ce que c'est réaliste ou c'est un petit peu copié sur les cartons. Copyright. Ah mais ouais, mais on n'a jamais pu faire la distribution des chaises pliantes. Du coup, c'est resté au truc de prototype. Peut-être que vous recevrez les 2 premiers t-shirts du Club Savoyard si j'en sors un, parce que c'est peut-être un projet en cours. Putain, on va avoir des goodies. On va avoir des Est-ce qu'il y aura ta petite tête avec ta barbe dessus? J'espère qu'il y aura le t-shirt. J'espère qu'il y aura le t-shirt et je vais me bouffer et bouffer des tonnes et des tonnes de filles. Ah bah peut-être. Oh là là. Ah. Ça c'est une phrase iconique, ça. C'est une phrase iconique, ça, quand même. Hein. Je pense que c'est vraiment un t-shirt qu'on pourrait porter en famille et tout. J'ai hâte. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette phrase sur un t-shirt, mais c'est une très bonne idée, donc je pense que je vais m'amuser à le faire dans pas longtemps. Ça sera un t-shirt aussi iconique que ce studio Ghibli qui, avant Ghibli, Miyazaki et Takahata étaient travaillés tous les deux dans un célèbre studio japonais qu'on a déjà parlé dans un autre épisode, la Toei Animation. Miyazaki était fou de dessin, d'aviation et d'aventure, et Takahata était quelqu'un de plus intellectuel, plus réaliste, un peu sociologue dans sa manière de raconter des histoires. Ils sont devenus proches en travaillant sur plusieurs projets ensemble, et ça a fait un peu le pont sur une question que je vous pose à chaque fois au niveau des studios d'animation. Quels sont, et cette fois-ci je vais pas forcément laisser le choix à l'un ou l'autre de prendre la parole, je vais demander à Love de commencer cette fois-ci. Quel est ton plus beau souvenir avec le studio Ghibli? Mon plus beau souvenir avec le studio Ghibli, c'est que ma première séance de cinéma dans ma vie, ça a été Ponyo sur la falaise, donc un film de Ghibli. Donc on peut dire que j'ai bien commencé le cinéma. Et je pense que c'est ça, mon plus beau souvenir, c'est tout simplement d'avoir vu un film du studio Ghibli comme premier film dans ma vie. Et je ne me souhaite que du bonheur finalement. Et toi, Touga? T'as pas fini?
Non, laissons-le finir quand même. Oula, j'ai J'allais dire, et toi, j'ai tout, coupé alors, j'ai osé couper, notre entité du podcast. Pardon. Ah, c'est horrible ce qui vient de se passer. Là, j'avais juste demandé à Touga c'était quoi son souvenir. Bon, j'avais- Bah voilà, t'as posé la question à ma place, c'est très bien. Le big souvenir, moi, ça rejoint un tout petit peu Love, mais d'une manière un peu différente. C'était pas la première séance de cinéma que j'ai fait de ma vie, c'était la première séance de cinéma que j'ai fait en plein air. C'était une première expérience pour moi, et c'était du coup Totoro, mon voisin Totoro en plein air. Et en fait, j'étais dans un cadre idyllique, magique. J'étais dans la vallée du Doubs. Bien sûr, dans l'est de la France, bien sûr, pas loin du Jura, donc avec le Jura un peu au fond. Et du coup, on avait la toile du coup qui était mise avec justement le film Totoro de Ghibli. Et c'est une- c'est un émerveillement que je n'ai jamais ressenti avant cela et même après cela, tellement c'était exceptionnel, vraiment allongé sur l'herbe fraîche, tout en regardant justement ce film qui symbolise parfaitement ça, où tu as l'impression qu'en fait, tu as l'impression d'être sur le ventre de Totoro, tellement c'est doux, c'est poileux, etc. T'es trop bien, c'est génial. Voilà, vraiment, c'est mon plus beau souvenir du studio Ghibli, et c'est génial. Bah, c'est très beau ce que vous me dites là, et ben moi je vais rebondir aussi sur mon. Alors, je dirais pas mon plus beau, peut-être que je le dirai peut-être un peu plus tard, parce que moi j'ai découvert sur le tard les studios Ghibli, parce que c'était peut-être pas ce que mes parents avaient l'habitude de me faire regarder quand j'étais plus jeune, j'étais plus à me faire regarder Disney, et c'est pas. Et je leur en veux pas du tout, hein, au contraire j'ai pu découvrir des choses magnifiques en grandissant, mais moi mon premier souvenir que j'ai vraiment en tête avec les studios Ghibli, c'est un peu comme toi, c'était dans un cinéma plein air. Alors c'est très drôle qu'on ait à peu près un souvenir similaire. Moi c'était par contre c'était sur Pogno sur la falaise. Et à l'époque j'étais émerveillé de voir ce cinéma coloré, très humain, cette fable magnifique qui on retrouve en fait dans chaque film du studio Ghibli. Et après, je me suis créé mes propres magnifiques souvenirs avec mon voisin Totoro. J'ai découvert après le Royaume des Chats. J'ai pas découvert Ghibli vraiment avec leur plus grand chef-d'œuvre. Et c'est après que je les ai découverts. Donc, moi, c'était un petit peu mon introduction dans l'univers Ghibli. Mais Ghibli, ça commence quand même en 68, si je me trompe pas, avec leur premier film, Horus, Prince du Soleil, qui a été réalisé par Takahata. Miyazaki est à l'animation. C'est aujourd'hui considéré comme le premier proto-Ghibli, mais c'est un échec commercial énorme. Alors pourquoi ? C'était un peu un nouveau style, une nouvelle animation dans les fins des années 70 qui était arrivée, où justement ça proposait quelque chose qui était un peu nouveau, que le public n'avait pas encore l'habitude. Et c'est pas que Takahata qui a eu quelques déconvenues en termes financiers. Il y a eu aussi Miyazaki quand il avait fait justement le château de Cagliostro, donc juste un an après, en 79, qui est donc sa toute première œuvre de long métrage, qui a été aussi un énorme flop, qui pourtant se base sur une œuvre existante. Mais je pense que c'est surtout dû à leur style un peu particulier, leur DA un petit peu particulière qui, pour l'instant, n'est pas très reconnue par le public. Et je pense aussi que c'est parce que ils n'ont pas encore tous les pleins pouvoirs de ce qu'ils veulent proposer comme œuvre et comme direction. En fait, la direction qu'ils veulent amener. Alors oui, c'est des protos Ghibli, parce que le studio ne sera créé qu'en 85. Le 15 juin 85. En 85, après justement le dernier film qui va renouer justement avec le succès, à savoir Nausicaa et La Vallée dans le vent, qui va être qui est considéré comme le premier film Ghibli, même si il a été fait et distribué avant la création de Ghibli, mais c'est considéré vraiment comme l'œuvre originale de Ghibli, parce qu'il comprend en fait toute l'essence même de ce qu'est Ghibli, donc savoir
et surtout du message de Miyazaki qui veut amener notamment la partie écologique qui est très présente, avec un personnage principal qui est une jeune fille, notamment, ce qui est très très rare et même pas du tout vu, donc c'est quand même des films assez progressistes, mine de rien, sur ce côté-là, et Miyazaki va toujours garder cet aspect-là, avec un univers très éléché, avec pour le coup avec Nausicaa justement, avec ces détails magnifiques, surtout avec les insectes, avec aussi une thématique, un jeu sur justement plus sur la destruction de l'environnement, sur le ça gain, parle d'écologie, de guerre, effectivement, ouais. De guerre, voilà. C'est vraiment le premier film qui va vraiment aborder tous les thèmes qui vont si bien marcher avec le cinéma d'Hayao Miyazaki. C'est ce film-là qui va vraiment créer l'essence même de Ghibli, notamment avec, comme tu l'as si bien dit, et il ne faut pas oublier Isao Takahata, qui est son grand ami, et qui tous les deux vont créer en juin, c'est ça, 85, si je ne me trompe pas. Oui, en juin 85, qui vont créer le nom Ghibli. Le studio Ghibli qui vient du mot italien Ghibli, que l'on trouve en anglais sous les formes Ghibli, Ghibli, Ghibli. Et en gros, c'est le vent chaud du désert. En arabe libyen du Sirocco, voilà, le vent chaud du désert. Et du coup un avion italien adoré par Miyazaki qui va utiliser on en parlera après, dans un film dans pas mal de films, et dans Porco Rosso en tête. Mais voilà, donc comme tu disais, Nausicaa de la vallée du vent, qui du coup c'est un immense succès au Japon. Ça ne l'est pas encore au niveau mondial, mais grâce à ça, c'est vrai que Miyazaki, Takahata et un producteur, Toshio Suzuki. Voilà, oui, c'est très bien de le dire, parce que on parle surtout dans le studio Ghibli de Takahata et surtout de Miyazaki comme étant le porte-étendard de Ghibli, mais il faut surtout pas oublier le président, il faut pas surtout oublier le producteur de tous les films Ghibli, notamment Toshio Suzuki, qui a quand même un apport au film immense. C'est lui qui va donner les décisions, c'est lui qui va accepter ou non les décisions des réalisateurs, donc c'est grâce à lui justement qu'on a pu avoir ces films-là. On comprend plus son rôle prédominant plutôt vers la fin plutôt dans les années 2010-2020, grâce à plusieurs documentaires, mais je pense qu'on en reviendra beaucoup plus tard. Mais c'est un personnage qui est immensément important, qui sans lui, on n'aurait pas eu les mêmes films que l'on a eu. Voilà, il arrive, il ose taper sur les doigts Miyazaki et Takahata pour faire en sorte que le film soit d'une plus grande valeur, quoi. Et c'est très bien d'en parler, justement. De toute façon, cet épisode, ça va être un épisode peut-être un peu plus long, peut-être le plus long des studios qu'on aura fait. Alors peut-être pas autant que Disney, mais ça va être hyper intéressant de s'arrêter à chaque film qui a été fait, parce que ça montre l'évolution du mythe, parce que Ghibli c'est un mythe, parce que les années 80, du coup, après ce démarrage en fanfare, après plus de 20 ans, après leur début, ils auront fait leur boss quand même, ils savaient d'emblée qu'il faudra se battre, être plus ingénieux, plus créatif que les autres, et ils y arrivent, ils ont réussi très bien. Et le premier en date après Nausicaa, c'est Le Château dans le ciel. Est-ce que l'un de vous deux veut en parler du Château dans le ciel? Titre original japonais, Tenku no Shiro Rapiuta. Moi, j'avoue que Château dans le ciel, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas spécialement beaucoup aimé le film. C'est un des seuls Ghibli que j'ai pas beaucoup aimé. Du coup, j'avoue, je prends la relève pour la suite, mais tout gars, parce que je sais que ce film, il a des tonnes de qualité. Prends la continuité, j'arrive juste après. Mais parce que j'ai pas envie de mal parler d'un film qui a beaucoup de qualité, mais c'est juste que je suis pas rentré dedans. Je suis un peu d'accord. De tous les films, alors je vais parler des films Ghibli et un peu Miyazaki, parce que c'est un film de Miyazaki. C'est le deuxième film de Miyazaki et c'est pas son meilleur. Fait partie quand même de la partie basse des films de Miyazaki.
C'est pas pour autant dire que c'est un mauvais film, mais loin de là, c'est un super film d'aventure et qui, comme son nom l'indique, il y a un château dans le ciel justement où Un orphelin qui travaille dans une cité minière est sauvé. Voilà. Voilà, c'est ça, avec justement une jeune fille qui a justement un cristal magique et qui vont faire la course justement contre des pirates et contre des pirates notamment de l'air pour à la recherche justement de cette fameuse île légendaire qui est le château dans le ciel. Et c'est pas son meilleur, mais on commence à découvrir un petit peu les autres thématiques qui sont un peu chères à Miyazaki, notamment l'aviation, notamment qui va être très très présente. La cupidité humaine. Aussi, la cupidité humaine notamment, et aussi la nature qui reprend son droit, notamment avec sa fameuse château dans le ciel, que je trouve magnifique, avec pas mal de détails justement sur ces fameux robots colossaux qui sont assez très mystiques, qui imposent un peu la terreur et qui nous fait comprendre qu'il y avait peut-être une ancienne civilisation là, mais qui a été détruite et qui la nature a repris ses droits justement dans ce fameux château. Donc c'est un film très intéressant, un film d'aventure pur et dur, mais qui pour moi fait partie des plus bas parce que je trouve que son rythme il est long, ce film, il dure 2 heures. Pour un Miyazaki c'est quand même assez long, pas pour un Ghibli mais pour un Miyazaki c'est long, parce que Takahata on a fait des films beaucoup plus longs, mais c'est un film, voilà. De toute façon, tous les films de Miyazaki, je vais dire Miyazaki parce que pas tous les films de Ghibli sont bons, on y reviendra, mais tous les films de Miyazaki sont au minimum bien, bons, et ils sont tous regardables très très facilement. Et le Château dans le ciel n'en déroge pas à la règle, mais je trouve qu'il pâtit d'un rythme qui est moins bien servi que ses autres films plus tard. Ouais, et puis c'est un film qui s'inspire du roman Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Et ça allie poésie visuelle, humour et tension dramatique. Enfin, de toute façon, ça c'est des motifs et des thèmes récurrents de l'œuvre de Miyazaki. Et puis une imagination steampunk qui arrive avant l'heure, parce que le steampunk n'était pas encore très montré dans les œuvres artistiques. Et c'est vrai que là, il l'utilise quand même pas mal. Ça arrive justement dans cette période. T'as Ghost in the Shell qui va arriver juste après. Et puis, ça commence à arriver. Mais c'est vrai que lui, c'est lui qui arrive un petit peu à arriver avec ce côté-là steampunk. Ouais. Et puis la bande originale est composée par Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, c'est son... Hisaishi, pardon. C'est le premier film de Joe Hisaishi, c'est 84, et c'est peut-être le dernier Shinno Makoto qu'on n'a pas parlé, mais c'est Joe Hisaishi, quoi. Qui, sans lui, on n'aurait pas eu la même saveur du studio Ghibli. Je ne sais plus s'il a fait tous les films du studio Ghibli. Alors je sais qu'il a fait tous les Miyazaki, tous les Takahata, mais je ne sais pas s'il a fait tous les films de Ghibli. Je ne crois pas. Eh ben on va découvrir au fur et à mesure. Mais ouais, mais je sais que sans lui, je pense qu'une grande partie justement de la beauté, de la magie de Ghibli ne serait pas présente, parce que quand même je pense qu'une aussi belle association entre un compositeur et un studio, je parle même pas que d'un réalisateur, mais vraiment d'un studio, ça n'a jamais été vu. Ça n'a jamais été vu. C'est assez hallucinant comment Joe Hisaishi était le candidat parfait pour agrémenter de sa patte artistique, de sa patte sonore, les films d'animation Ghibli. Et ils sont... C'est d'une beauté rare, vraiment, avec tout le côté, justement, tous les corps orchestraux qui va nous amener c'est le piano emblématique de Joe Hisaishi qui va être exceptionnel. Et qui, en fait, la musique de Joe Hisaishi dans ce studio-là, en fait, est tellement caractérielle que l'on sait tout de suite que ça vient du studio Ghibli. Il a réussi à donner, en fait, une âme, un caractère en fait au studio Ghibli. Et c'est rare d'avoir justement à la fois l'animation et aussi le son derrière, où on se dit en fait
quand t'associes les deux, tu te dis tout de suite, c'est Ghibli. Tu vois, t'as pas besoin de ni l'un et même quand t'écoutes l'un ou l'autre, tu sais aussi que c'est Ghibli. C'est trop fort, c'est une association parfaite. Bravo Joe Hisaishi, et c'est le dernier chaînon extrêmement important du studio Ghibli et qui fait justement toute la renommée. Et ça, j'en profite pour enchaîner avec un deuxième film qui sortira lui en 88, Mon voisin Totoro, Tonari no Totoro. Est-ce que, Love, tu veux en parler, toi? Moi, bien sûr que je vais en parler de Totoro, mais Totoro, c'est magique. Pour moi, c'est le film idéal pour commencer les Ghibli, parce que déjà, c'est un film très court. On se rappelle que Totoro, c'est un des films les plus courts du studio, voire peut-être le plus court en battle avec le Royaume des Chats. Je pense qu'il est plus court. C'est peut-être le plus court. Allez, je sais que c'est en battle avec le Royaume des Chats. Non, le Royaume des Chats est plus court. Le Royaume des Chats est plus court. Ouais, j'avais un doute. Royaume des Chats, je crois, c'est 1h08 et Royaume Totoro, ça doit être 1h17. Ouais, comme ça. C'est un truc comme ça. Si tu prends pas les crédits, ouais, c'est ça. Ouais, donc franchement, le voyage de Totoro, comment dire que c'est devenu, je pense, un film iconique. C'est la mascotte de Ghibli. C'est le film le plus enfantin du studio, par contre. Parce que là, vraiment, il n'y a pas de fond d'arrière-pensée et autres. C'est vraiment, on est là, on est heureux. Pendant 1h10, on regarde un film avec des étoiles dans les yeux. Même si j'ai un peu du mal, parce que je trouve que le scénario de Totoro est pas spécialement folichon. Il y en a même, je pense, pas vraiment. Mais c'est vraiment un film à regarder en famille. Je pense que c'est un film où vraiment, si tu le découvres très jeune, tu peux te prendre la claque ultime en sachant que il se passe pas grand-chose en soi dans le film. Il se passe vraiment pas grand-chose. Et pourtant, en si peu d'action, il arrive à nous raconter tellement de choses et à nous faire découvrir sur nous-mêmes. Donc honnêtement, le voyage de Totoro, c'est vraiment génial comme film. Et encore, je trouve ça encore plus fascinant quand surtout c'est des films très courts et surtout en animation, parce qu'en animation, on a tendance à faire des films de moins 90 minutes pour avoir le temps de raconter des choses. Et là, le voyage de Totoro, en beaucoup moins de temps, raconte peut-être 10 fois plus de choses. Donc, voyage de Totoro, j'ai rien d'autre à dire que chef-d'œuvre. Et sûrement, on fait partie des films iconiques de ce studio. Ah bah c'est clair. Et puis ce qui est hyper impressionnant, alors je ne sais pas si c'est pareil avec tous les films Ghibli, et ce qui est très impressionnant, c'est que il est sorti en 88 au Japon, et en France, il n'est arrivé qu'en 1999. Donc l'année de ma naissance, c'est 11 ans après sa sortie. Bon, après je sais que beaucoup de films en Asie mettent du temps à arriver en Europe ou sur le continent américain, mais 11 ans après, les gens découvrent ce classique, et en 11 ans, il aura eu le temps de vieillir, il n'a pas vieilli, et aujourd'hui, il n'a toujours pas vieilli. Et d'ailleurs, aucun Ghibli, enfin, peut-être que je m'avance, mais c'est ce genre de dessin, ce genre de qualité de travail qui, un peu comme avec Hardman dans l'épisode précédent, ça ne vieillit pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est un style unique, particulier, et qui... c'est faux en soi de se dire que ça n'a pas vieilli. En fait, c'est un style qui est déjà vieillot. C'est un style très années 60, très années 70. C'est vraiment des styles à la Tom Sawyer, notamment Astro Boy, etc. C'est vraiment des styles vraiment années 60-70. Donc, on a l'impression que ça n'a pas pris une rythme, mais en fait, c'était déjà vieux à l'époque. C'est déjà un style déjà repris et vieux à l'époque, mais le style est tellement intemporel. Hein, on parle, comme je vous ai dit, de Tom Sawyer ou d'Astro Boy. C'est des styles qui ne vieillissent pas. C'est assez minimaliste, mais en même temps, il arrive avec justement le dynamisme des mouvements qu'il donne, etc., à ce que l'animation ne vieillit jamais. En fait, même s'il y a quand même une évolution, hein, Nausicaa, dans la qualité, c'est toujours aussi bon, mais tu sens que dans la technique, ça a un tout petit peu vieilli, mais c'est tellement imperceptible que on est très très bien. Totoro, moi de mon côté, c'est quand même mon Ghibli préféré. Voilà, je le dis honnêtement. ça l'est aussi certes, pour moi avec le Royaume des Chats. En fait, ce qui est hallucinant avec Totoro, c'est qu'il ne se passe rien. Voilà, il faut le dire, c'est le film où il se passe rien dedans, mais c'est le film parfait pour découvrir le cinéma
quand t'es tout gamin, quand t'es bébé, quand t'as même pas 3-4 ans, c'est peut-être le premier film qu'il faut vous montrer à un enfant. Vraiment, je vous conseille vraiment Totoro parce que c'est littéralement ce qui capitalise complètement ce qu'un enfant vit dans sa jeunesse, avec justement ce côté-là où t'imagines un bonhomme imaginaire où tu crées ta petite aventure tout seul, etc. Et pendant 1h15, 1h20, t'es juste plongé dans l'enfance, l'émerveillement absolu, dans un décor magnifique sur la région, c'est Fukuoka, si je me trompe pas, c'est dans la région de Fukuoka, magnifique, vraiment. On sent vraiment toute la tâche, toute la racine de Miyazaki, de sa propre enfance, et surtout qui nous fait comprendre en fait universellement que oui, tous les enfants pensent comme ça. Ils ont tous ce côté imaginaire absolu, avec justement essayer d'avoir un petit bonhomme imaginaire, etc., de créer ses petites propres aventures. Je trouve que c'est d'un génie pur, d'une poésie rare. Ça dure 1h15, il se passe rien, t'as pas d'action, t'as rien, c'est le film le plus pacifique possible, et pourtant c'est le plus poétique, c'est le plus beau de tous les Miyazaki, je le dirai jamais assez, c'est le plus beau des Ghibli pour moi, et en plus l'avoir vu aussi en plein air, ça a une magie incommensurable. Vraiment, je n'aurais pas assez de mots pour dire tout mon amour de Totoro. Dis donc, cet épisode, je sens qu'il va être intense, ça va peut-être être le plus beau qu'on aura tourné tous les trois ensemble, en tout cas sur le Clap dans les Alpes. Et du coup, on en profite pour continuer. On va arriver, on avance tranquillement, on est encore en 88, Le tombeau des Lucioles, Otaru no Haka, qui lui, cette fois-ci, est réalisé par Isao Takahata. Je crois que là, je suis désolé. Je suis désolé, hein, mais vraiment, Le tombeau des Lucioles est le film le plus surcoté du studio Ghibli de très loin. Hein. Je vous laisse. J'ai pas dit que c'était un mauvais film. Alors là, vas-y. J'ai pas dit que c'était un mauvais film, mais. J'ai envie d'entendre ta take. Non, mais en vrai, elle est intéressante, ta take. J'ai envie d'entendre. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, loin de là. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que, franchement, t'enlèves le propos de la Seconde Guerre mondiale, on se fait chier. Hein. Donc t'enlèves littéralement le fait que ça se passe en Seconde Guerre mondiale, en fait. Non, mais j'enlève pas ça. Mais en fait, à partir du moment où t'es en mode, si t'enlèves le contexte de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui entraîne les pleurs des milliers de personnes, en soi, ce que font les personnages, on s'ennuie, hein. Ils font rien, quoi. Il faut que courir. Mais j'ai pas prévu de voir un film marathonien, en fait. En fait, ce qui est beau, il y a un moment, si tu veux faire tes entraînements de jambes. Il court contre les bombes, quand même. Ce qui est beau avec ce film. Non, c'est la guerre, quoi. Ce qui est beau avec ce film, c'est que ça, quand même, ça s'est inspiré de la nouvelle semi-autobiographique de Akiyuki Nozaka. Ça reste quand même, ça raconte quand même une histoire qui a été vécue. En tout cas, qui s'inspire d'une histoire vécue. Oui. C'est tragique. Alors après que ça. Encore une fois, je le dis dans franchement, c'est juste le préquel de 100 mètres, le film Netflix. Hein. Oh là là. Il faut juste courir. Non mais ne donnez plus jamais à parler, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? C'est chiant à mourir, Tombeau des Lucioles, arrêtez. T'as pleuré une fois, après si t'as plus de larmes, tu regardes pas le film, quoi. C'est quand même un des films de guerre où tu te mets quand même dans la peau des civils, là notamment des deux enfants. À part te faire pleurer, le film te fait rien ressentir, quoi. C'est un ennui. À part te faire pleurer, il te fait rien sentir. C'est un peu. Non, mais le film existe juste pour nous faire chialer. Il te fait ressentir, justement, ça. Mais le film existe pour nous faire chialer. Non, tu vois, il existe pour nous faire rire. Non, mais dans un contexte pareil de Seconde Guerre mondiale ou d'attaques sous les bombes, etc. Comment il nous l'a présenté Takahata, la représentation même de ce que vivent les civils et l'impact de la guerre casse sur les civils, c'est grandiose. Voilà, je le dis, je me suis fait chier. Après, c'est quand même un film qui a durablement influencé la représentation de la guerre dans l'animation. C'est un film qui a inspiré beaucoup la représentation de la guerre dans tout ce qui a pu être fait d'ailleurs en animation autour de ce sujet-là. Et ça a contribué à établir encore plus
Takahata comme un cinéaste majeur. Ça a quand même consolidé la réputation artistique du studio. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, on peut pas tous les aimer, hein. On a forcément des choix. Oui. Bah, en fait, Oui. c'est sûr. Du coup, mon choix, c'est vraiment de virer le tombeau des Lucioles, par pitié. Ouais, je le dis. Eh bah écoute, on passe dans ce cas-là, on passe au prochain. On passe directement, à moins que Touga ait quelque chose à dire sur le tombeau des Lucioles. Il avait quelque chose à dire. Après, c'est surtout à ce moment-là où tu vois deux courants de réalisation différentes. Donc, tu auras la réalisation plus de Miyazaki, qu'on va connaître, qui va être assez constante, et celle de Takahata qui va oser justement sortir de sa zone de confort. En fait, on va voir vraiment les deux réalisateurs avoir deux visions différentes, et c'est à partir de là qu'on va voir justement un côté plus dramatique du côté de Takahata et un côté plus joyeux, on va dire, plus féerique, et que Miyazaki nous a toujours montré, même s'il va y avoir un tournant. Mais j'en parlerai après. Bah justement, après ce film-là, ça enchaîne en 89 avec Kiki la petite sorcière. Donc le titre original, on va les dire à chaque fois parce qu'on est vraiment à fond dans l'univers Ghibli. Donc je sais pas si je me prononce bien, mais Mayo no Takyubin, ou Majo no Takyubin, donc réalisé par Hayao Miyazaki, et adapté du roman d'Eko Kadono, et qui raconte l'histoire initiatique d'une jeune sorcière de 13 ans cherchant son indépendance. Un film d'1h42, toujours avec une musique de Joe Hisaishi. Et Isaichi, Oh là là. pardon. Ouais, j'ai du mal, voilà. C'est un film qui a rencontré un grand succès, critique et commercial. Franchement. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors franchement, déjà pour commencer, faudrait que Touga prononce tous les noms japonais à partir de maintenant. Ok. Non, très bien. Voilà. Machiyo no Non, parce qu'il le fait très bien. Donc si ça peut t'enlever de la panade, je te le prête pour cet épisode. Eh ben, Merci. super. Avec grand plaisir. Après, moi, ça me permet d'apprendre, mais avec grand plaisir. Touga, tu es quand même plus spécialisé. Tu m'enlèves plus qu'une des. Tu viens de soigner ma cheville là. Et puis bon, je suis quand même plus spécialisé dans le cinéma asiatique et japonais que moi, donc je te laisse prononcer les noms originaux avec grand plaisir. Voilà, en tout cas. Takyubin, voilà, Kiki, la petite sorcière, voilà. C'est. Ouais, et Kiki, la petite. Tu penses quoi, Touga ? Bah moi, alors avant toute chose, moi je trouve que encore une fois, on est à échelle humaine avec ce film. Ça explore une transition vers l'âge adulte à travers la solitude, la notion de responsabilité, la créativité d'une enfant de 13 ans, d'une pré-ado, d'une ado, enfin peu importe. Et c'est des sujets qui sont parlants pour tout le monde normalement. Et encore une fois, à travers ce film et tous les autres, Ghibli confirme sa volonté d'être proche de la réalité, tout en racontant des fables magnifiques. Mais Touga, je te laisse dire ce que tu en penses. Ah, Kiki la petite sorcière, Majo no Takyubin, on répète bien sûr. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui, après le tombeau des Lucioles, bon, ça fait du bien hein, de retourner sur un film un peu moins moribond. Comme tu l'as dit, c'est un film qui est vraiment sur du coming of age. Hein, vraiment, on est vraiment sur on va suivre du coup Kiki qui va devenir un peu une sorte d'apprentie sorcière et qui pour en devenir une, va à force justement elle veut vivre en fait elle va vivre en fait une année en étant indépendante en fait. Et c'est justement ça qui est très intéressant, et dans ce film il nous montre très bien, c'est voilà l'indépendance, justement de vivre la vie à fond, d'avoir les premiers amours aussi, hein, on va voir aussi dans le film un peu ça, et aussi voilà de découvrir un petit peu le fait de développer voilà un petit peu de gagner un peu en maturité, voilà, de gagner voilà un petit peu ce côté-là. J'ai pas vraiment les mots là pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais
mais il y a ce côté-là justement où on va suivre en fait Kiki pendant toute cette année où elle va gagner justement à travers ses différentes expériences, justement avec aussi son métier de livreuse de courrier. Elle va s'émanciper, elle va devenir, elle va passer justement de la petite fille justement à une jeune adulte, on va dire un petit peu. Elle va avoir un peu cette transition-là, et c'est le premier film qui le montre vraiment, voilà, ce côté-là justement de transition. On sait que Miyazaki aime beaucoup, voilà, justement avoir des personnages préadolescents justement qui sont sur un moment de basculement, de transition. Et je trouve que Kiki est une très très bonne représentation. C'est très fun, c'est très cool. C'est peut-être un des Miyazaki les plus sous-cotés, je dirais vraiment, parce que Kiki, c'est vraiment super. Et toi, Love? Moi, pour être honnête, tout ce qui va être Kiki et la petite sorcière, en fait, c'est la période que j'aime le moins chez Ghibli. C'est la période que j'aime le moins chez Ghibli parce que je trouve que ça soit Kiki la petite sorcière ou comme on en a parlé déjà juste avant le tombeau des Lucioles, je trouve qu'ils ont voulu trop humaniser le monde. Et moi, ce que j'aime bien dans Ghibli, c'est un univers totalement fantastique. Je trouve que dans les films qu'on va pouvoir aborder par la suite, c'est vraiment les univers que j'aime le moins parce que je trouve que c'est les univers où la créativité est la moins exploitée. Ok, je vois, je comprends. Bah justement, après Kiki la petite sorcière, il y a 3-4 ans, il y a 3 ans exactement où on n'a pas de film de Ghibli qui sortent, et on arrive à Porco Rosso. Est-ce que c'est un petit... Ouais, un aviateur, ouais. Porco Rosso. Faites gaffe à ce que vous dites sur Porco Rosso. Hein. Et quel est son titre original, s'il te plaît, Touga? Kuradai no Buta, pardon. Kuradai no Buta. Qui veut littéralement dire le cochon cramoisi. Exactement. Et c'est un nouveau... En même temps, c'est... Oui, bah c'est le titre aussi pour nous en français, mais voilà, et puis c'est une belle référence. Qui n'aime pas le cochon à la broche? Ah, pas sûr de celle-là. Oui. Mais Porco Rosso, c'est mon Ghibli préféré, je pense. Je rigolais pour la blague, hein, excusez-moi, je rigolais. Mais c'est réalisé toujours par... Ah, il rigole parce que j'ai des goûts désastreux. Ouais. Mais par Hayao Miyazaki. Je pense que Porco Rosso, c'est exceptionnel. Hein. Je te rejoins là. Porco Rosso, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Là, tu me parles de la Seconde Guerre, je suis très heureux. Ouais, et puis c'est... Ah, voilà. Ça met... Là, il y a de l'avion. Là, c'est de l'avion. Là, ça... Ah, il y a de l'avion. Il y a une petite course à la fin. Il y a des belles scènes italiennes. Non, il y a tout pour me rendre heureux, là, de Porco Rosso. Toute l'influence italienne, là, de Miyazaki. Ah, bah non, mais c'est exceptionnel. Juste la scène du cochon sur la plage, c'est exceptionnel. Ah, mais c'est magnifique. Et puis ça mêle aventure aéronautique et méditation sur la liberté individuelle face au fascisme montant en Italie, et c'est super bien montré. C'est magnifique. Franchement, c'est très très travaillé et c'est pour moi c'est mon préféré. Et je trouve que c'est même le plus ambitieux parce que à l'époque faire une scène d'animation sur les avions, parce que quand même on en parle, le film est sorti je crois de tête en 92 au Japon. 92, ouais. 92. Et faire des scènes d'action avec des avions en animation 2D à la Ghibli, je vous jure que je ne donne pas cher de la peau des animateurs qui à chaque fois rataient une hélice parce que ça devait être un enfer. Ça devait être horrible. Bah, justement, quand tu dis ça, mais... les paysages peints de l'Adriatique et les séquences de vol sont parmi les plus soignés de l'œuvre de Miyazaki. Ça a dû être, comme tu dis, un enfer. Est-ce qu'on imagine juste un instant le petit stagiaire qui a raté le coup d'hélice et qui doit faire recommencer 4 dessins. Et en plus, quand tu connais l'intransigeance de Miyazaki, je pense qu'il devait le buter. Vraiment, lui, hein, il devait... C'était vraiment... Peut-être pour ça qu'il a pris 3 ans, c'est parce qu'il faisait du recrutement tous les ans. Manquait des effectifs. Je pense qu'il en a dû virer quelques-uns parce que vraiment... En fait, Miyazaki est tellement intransigeant, il est tellement exigeant dans sa manière de dessiner, dans sa manière de peindre et tout, que
putain, une micro-erreur et tu peux recommencer genre des dizaines de plans en arrière, c'est une catastrophe. Et putain, et Porco Rosso, c'est exceptionnel. C'est l'un de ses plus beaux en termes de scénatiquement parlant. Toute l'Adriatique qui est représentée, c'est d'une beauté folle. Je pense que c'est vraiment tout l'amour de l'Italie qu'il a mis dans ce film. Et c'est génial avec, comme tu l'as dit, Clap, toute l'histoire qui correspond justement au fascisme, justement à la bataille contre le fascisme. C'est tout à fait extraordinaire. Les scènes d'avion, elles sont magnifiques. Porco est magnifique aussi. Mon personnage est super. Et je trouve d'ailleurs que c'est peut-être la meilleure VF de tout Ghibli. J'adore la VF de Ghibli. De Porco Rosso. Sa meilleure VF. Tu soutiens la VF? Je soutiens la VF. Eh oui. Ah oui, on soutient le collectif Touche pas ma VF. Je tiens à rappeler que voilà. Le métier de doubleur et de doubleuse est en danger et qu'il faut continuer à les soutenir parce que c'est un métier de comédien et de comédienne avant tout et qu'on a besoin d'eux et de elles. Exactement. Et ben non, et justement pour avoir des œuvres comme Porco Rosso, où tu avais quand même Jean Reno dans le rôle de Porco, qui est immense dans ce rôle, et aussi Curtis qui a été interprété par Jean-Luc Reichmann. Eh oui, Jean-Luc Reichmann, Curtis, c'est lui. Eh oui, vous ne rêvez pas. Et pourtant, il est exceptionnel dedans. Mais je veux que tu continues à parler en Jean-Luc Reichmann du coup. Et oui, bien sûr, Jean-Luc Reichmann, qui est avec nous ce soir. Et oui, ça fait plaisir d'être là. Oui, en effet. Et oui, j'ai participé à Porco Rosso. En effet, j'ai fait la voix officielle française de Curtis. Et oui, en effet, avec mon bon vieux Jean Reno qui était avec moi. On a fait un carton, justement. Et en plus, c'est le premier film Ghibli qui va être montré au cinéma de Miyazaki. Parce que c'est à partir de ce moment-là que que Miyazaki arrive en France. Voilà, merci Jean-Luc pour ça. Ça fait plaisir. Oh, excellent. Et c'est quand même. Je peux dire un truc. Je peux dire un truc par rapport à ces imitations, c'est que je n'en peux plus. Au quotidien, je l'ai vu. Au quotidien, j'ai des imitations. Mais attends, il aurait dû participer à la vidéo de David Sem. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il m'a dit. Touya, je veux que ta prochaine critique d'un Ghibli, tu fasses avec la voix de Michael Jackson. Je peux vous faire une petite critique du prochain film de Ghibli. Alors, on va passer. Le prochain film. Si ça vous tente, c'est normal. Touya Jackson, le prochain film du studio Ghibli, parce qu'on laisse Porco Rosso au bord de l'Italie dans son magnifique avion. On rejoint l'année 1994 et tu vas nous parler de Pompoko. Oh yes, of course. Son summer original du coup, Eisei Kenkigasen Pompoko. 94, of course. Ça présente l'histoire en fait de je sais même plus, c'est le film de Isao Takahata. Of course. Et ça parle de l'histoire de boules, de couilles, de boules. Voilà. C'est vraiment ce qui m'a retenu dans le film, c'est ça. Dans Pompoko, c'est les boules. C'est pas vraiment un film que j'apprécie énormément pour le coup. C'est pas le film qui m'a le plus marqué dans la filmographie de Takahata. C'est peut-être son pire film. Du coup, j'aurais pas grand chose à dire vraiment. C'est pas vraiment un de ces films qui m'a accroché, malheureusement. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Love. Moi je le dis, alors c'est normal si ça vous tend ce genre d'imitation, je le comprends clairement. Je suis dans le même cas que vous, j'ai la petite veine qui monte. Mais Pompoko, pour moi, c'est vraiment un échec total. C'est vraiment tout ce que fait de mal Netflix, tout ce que fait de mal Ghibli. Désolé, parce que voilà, je paniquais. Mais j'ai paniqué. Douba, si tu veux, dans la limite.
À la limite, tu peux faire ça, mais bon. À la limite, P2O. Non. Pom Poko, c'est vraiment l'échec total de l'animation Ghibli. Je trouve que c'est là où il y a plus de défauts, en fait. Le film n'aurait pas dû exister, parce que je trouve que l'histoire est chiante à mourir. Et je trouve que franchement, là, on en fait des caisses pour rien, quoi. Et les couilles, les boules. Ah ouais, non. Il lui va les boules, hein. Les bouts de Caris. Mais attendez, il y a Didier Deschamps qui va parler. Didier Deschamps. Et ce film... Est-ce que tu vas sélectionner Pom Poko pour la culture? Tu joues pas la nuit. Ce film n'a pas rencontré un grand succès. Je dois dire que Kylian Mbappé, en le regardant, il a perdu tous ses moyens. Et c'est à cause de ça qu'il a signé. Mais tu parles de Pom Poko ou d'Esther Exposito, là? Je comprends pas le délire. C'est un peu. C'est à peu près la même chose. Oh non. Non, on s'amuse, c'est pas l'autre. Bon, non mais on va passer au film d'après. Hein, ça... Prochaine imitation de Touga, tu dois m'imiter une personne qui n'aime pas les rouquins. Attention. Alors, c'est le film Si tu tends l'oreille, sorti en 1995. Si tu tends l'oreille, j'allais pas faire pour le prochain d'après. Hein. On va faire pour Si tu tends l'oreille. Hein. Pourquoi tu l'aurais pas fait? Non, parce que l'autre film, quand même, il faut en parler de l'autre film d'après, mais de façon sérieuse. D'accord. Donc, bien évidemment, n'est-ce pas, Mimio Suma-zeba, n'est-ce pas? C'est japonais, ça, je ne comprends pas. Si tu tends l'oreille, donc de Yoshifumi Kondo, c'est très chinois, tout ça. Mais je dois vous dire que ce film, je l'ai pas vu parce que c'est un film japonais. Vous voyez quoi que j'allais regarder des films japonais, moi? Vous êtes fous ou quoi? Non mais on se croit où là? Moi les rouquins je les chasse. Et moi j'esquive les films japonais, n'est-ce pas? Alors si tu tends l'oreille, c'est peut-être le seul film du studio Ghibli que je n'ai pas regardé. Et oui, c'est dommage. Vous aurez que quoi? Vous n'aurez rien. Voilà. Putain, je décline toute responsabilité de tout ce qui se passe. Ah mais au moins vous êtes là. Je suis arrivé, hein, c'est comme ça. En sachant que c'est pas les cartons, je profite. C'est les cartons, je peux le sortir. Ça, c'est un peu comme une carte. C'est un peu comme une carte à Yu-Gi-Oh, tu vois, je peux le sortir. Le terme Joker, n'est-ce pas? On peut faire ce qu'on veut ici, c'est pas notre podcast. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Ah, je suis très heureux d'être là. Ça fait très plaisir, je ne suis plus enfermé. Mais bon, on a parlé de vos chinoiseries, je ne comprends plus. Ah, parler du studio Ghibli, bon, faudrait parler des vrais studios français, n'est-ce pas? Mais bon, on va me dire que je suis raciste, mais je ne le suis pas. Et en sachant que ce film, c'est quand même la première et unique réalisation de Yoshifumi Kondo, quand même, hein. Animateur vétéran du studio, et considéré comme le successeur à la base potentiel de Hayao Miyazaki, mais pas du tout au final. Oh non, mais pas facile, jamais de la vie, c'est horrible. Bon, c'est un film mignon, quoi. C'est ok. C'est mignon. En fait, Par contre, être le successeur de Miyazaki, c'est gros flop. Hein. Mais on verra qu'il y en a eu plusieurs des successeurs de Miyazaki, c'est tout. Ouais, mais bizarrement, c'est un peu comme c'est un peu comme les futurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, quoi. Ils sont beaucoup, mais ils sont rares à être arrivés à la ligne. Il y en a personne en fait qui sont arrivés. Pour l'instant. Pour Miyazaki, ouais, il y a personne. Ouais, et puis je pense que quand le film est sorti et qu'il a rencontré moins de succès, Yoshifumi Kondo est retourné au bureau et il est venu, il leur a dit à tout le studio, il leur a dit ça. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah, ça a crunché, hein. Ça a crunché trop fort. C'était compliqué là. C'était compliqué. Oh, là j'ai vécu un dur moment là avec le clap. Là j'ai vécu un très très dur moment. Là c'était trop là. Pourquoi c'était trop? Le clap. Là c'est. Ouais, on a souffert. On a souffert. À cause de quoi? À cause de la phrase? Ouais, on n'est pas venu ici pour souffrir. Bah oui. Tu demanderas à n'importe quel membre de ta famille et tout. On n'est pas venu ici pour souffrir le clap. Voilà, je te le dis. Il y a des choses qui se font pas. Et je pense que la phrase « Je n'ai pas venu ici pour souffrir », tu pourras la montrer
à ta sœur, à ta mère, à tout ce que tu veux, mais nous, on a déjà assez souffert, ok? Voilà. On a les imitations de Tuga, ok, pour ces vannes-là. Les imitations de C'est- Tuga, déjà, ça nous... Et c'est un épisode légendaire, je tiens à le dire à tout le monde, cet épisode est légendaire. Le prochain film, Ah, tu crois que c'est légendaire? Tu vas voir, qu'on va en parler d'autres films après, tu vas voir, ça va être encore mieux. Pardon. eh ben on va parler Le sénile, là. on va parler de Princesse Mononoke, Alors, sortie en avant de parler de Princesse 1997. Mononoke, avant de parler de Princesse Mononoke, il faut quand même préciser pourquoi Yoshifumi Kondo n'a pas pu être le nouveau Miyazaki. C'est simple, il est mort. 98. Donc en fait, je suis pas venu Et à là la pour... base, je suis pas venu là pour souffrir, Voilà. c'était un petit peu déplacé de ma part du coup. Pardon, je m'excuse. voilà. Auprès de Il est mort en 98. Voilà. Je Voilà. m'excuse auprès de toute la population japonaise. Voilà. On rigole des morts maintenant ici. Non mais c'est une honte. Hein. À un moment, il avait un cancer en 95, il a pas pu assurer la fin de son film, mais l'autre, il fait une bonne sur ça. Il est mort en 98. Il était considéré comme le successeur de Miyazaki. Et à la base, Miyazaki devait prendre sa retraite après justement le film Princesse Mononoke, mais vu que Kondo est mort en 98, bah, il était sorti de sa retraite. Hashtag le club boycott. Hein. Ouais, bah je m'excuse auprès de la population japonaise, je vais aller me faire harakiri. Arrête de t'excuser. T'as pas honte, Rouka, là? T'as pas honte de parler des morts comme ça? Mais il est pas rouquin, il a pas de cheveux. Ah si, ça a repoussé, ça a repoussé, C'est qu'il était ça, Rouka. ça a repoussé, Qu'est-ce que t'en sais? ça a repoussé. Qu'est-ce que t'en sais, toi? La, Je suis désolé, à partir du moment la pelouse, où tu dis la phrase, la pelouse et les mauvaises herbes ont repoussé. Ça, c'est à vérifier. En tout cas, Princesse Mononoke en 1997, de son titre en japonais. Ah oui, de son titre japonais. Attendez, j'étais pas prêt. De son titre japonais. Ah, bien sûr, le fameux mythique Momonoke Hime. Voilà. Voilà, pas très, donc, très compliqué finalement. donc un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, un film de 2h13, donc on est quand même sur qui a été réédité en 4K. Ah bah c'est l'opposé de Totoro là. Ouais, c'est l'opposé de Totoro, réédité en 4K. C'était prévu pour 2025. Je sais pas si c'est arrivé. Je n'ai pas suivi trop la. Oui, arrivé, 4K. Oui, il y a eu une sortie même, sortie ciné. Il y a une sortie au ciné et tout. Je me souviens dans tous les UGC, ils ont repassé les Ghibli. Même les pâtés. Bah même dans les pâtés. Même les pâtés. Mais du coup, ça Miyazaki signe encore une fois Et même dans les rillettes. dans son thème phare, l'écologie. Il signe une femme écologique puissance où la technologie et la nature s'affrontent. Et ça aborde vraiment le rapport spirituel au Japon ancien, je tiens à préciser, la perte de l'harmonie, la quête de l'équilibre, et soutenu par toujours une magnifique musique de Joe Hisaishi. Et ben, il y a un réalisme visuel qui est impressionnant et ça confère à l'œuvre une intensité qui, je trouve, est rarement égalée et c'est une émotion immense. Je suis totalement d'accord avec ce propos. T'as rien d'autre à rajouter, là? Bah en vrai, c'est un chef-d'œuvre, tout le monde en a déjà parlé. Le Princesse Mononoke, c'est un des seuls films d'animation où, franchement, on n'en a pas encore fait assez. C'est un chef-d'œuvre, juste. Tu sais, il y a des films, juste un mot, chef-d'œuvre, ça permet de tout correspondre. Genre, qu'est-ce que tu voudrais dire de plus? L'histoire, elle est merveilleuse, l'animation est fantastique. En fait, c'est pas vraiment du film en particulier parce que le film il est exceptionnel, mais en fait, c'est surtout à part ce film-là qu'on va avoir en fait un nouveau Miyazaki. En fait, avant, on avait surtout plein de films de Miyazaki qui étaient surtout dans la joie, dans la bonne humeur, voilà, Porco Rosso. Ah, mais c'est un film triste. C'est un film triste. Château dans le ciel, tu vois. On a toujours une visualisation, une idéalisation du monde, tu sais, plutôt bonne en fait, tu vois. On sentait que Miyazaki, il avait surtout ce côté-là où il était en mode, voilà, le monde peut aller que de meilleur, tu vois. On peut aller dans un monde meilleur. Et ben justement, Princesse Mononoke est à contre-courant de tout cela, ou peut-être il a eu en fait une vision. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris énormément de temps. Hein. Entre 92 et 97, il y a 5 ans d'écart. C'est la première fois qu'il fait un énorme jump en termes de temps, mais parce que il a revu sa vision de pensée, notamment de sa vie en fait, tout simplement. Et en fait, il ne voit plus le monde tel
d'une façon aussi optimiste qu'il l'avait avant. Il a un côté beaucoup plus pessimiste, notamment sur l'aspect environnemental qui est extrêmement présent, les tensions économiques et les tensions surtout sociales, donc avec les différentes guerres qu'il pouvait y avoir. Et tout cela, ça a affecté un peu Miyazaki, qui a du coup repensé son flux de pensée, et c'est peut-être l'un des films les plus les plus noirs peut-être de Miyazaki, qui est vraiment beaucoup plus brutal, où on a justement cette opposition nature contre l'humain qui est dans la destruction pure et dure, notamment, et la fin est pas vraiment heureuse, quoi. C'est vraiment peut-être le Miyazaki qui est le plus dépressif dans ce sens-là, mais peut-être le plus réel de sens. Et c'est d'ailleurs le premier qui va avoir une reconnaissance internationale, parce qu'on avait eu avant Porco Rosso en 92, qui avait ouvert la voie, surtout en France, où on a eu beaucoup de chance, où nous on avait connu Ghibli plus tôt avec Porco Rosso, mais la reconnaissance internationale va arriver justement avec Princesse Mononoke, cet ultra blockbuster d'animation qui va vraiment faire entrer Ghibli dans un nouveau pan, en fait, où on se dit, voilà, Ghibli, Miyazaki, c'est le cinéma d'animation japonais, on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est incroyable, c'est une nouvelle vision, une nouvelle patte artistique, alors que tout le monde connaissait plutôt Disney à l'époque. Maintenant, on voit un nouveau géant qui est en train d'arriver, qui est japonais, avec un style totalement différent, avec des thèmes beaucoup plus matures, extrêmes, qui sont réels, qui sont d'actualité. Et il va avoir la reconnaissance justement avec ce film-là. Et c'est vraiment, en fait, il y a un avant et un après Princesse Mononoke dans le fait d'ouvrir en fait les gens au cinéma japonais. Avant Princesse Mononoke, c'était très rare de voir les gens qui connaissaient le cinéma même tout court japonais. Princesse Mononoke, c'est vraiment celui-là qui va ouvrir vraiment en grand le monde à voilà ce qu'on peut proposer en cinéma d'animation, voici ce qu'on propose. Et Princesse Mononoke est le porte-étendard absolu, et Miyazaki en est justement son représentant, son ambassadeur, et qui depuis va au fur et à mesure, couche après couche, redonner encore plus de légendes, va donner encore plus un statut légendaire à ce studio-là, et même tout simplement au studio d'animation japonais, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on va découvrir toutes les œuvres qui sont existées, les séries d'animation, les mangas, etc. Et c'est vraiment ce film-là, Princesse Mononoke, qui va vraiment tout ouvrir en fait à tout le marché international, notamment américain. Oui, et j'allais en venir justement à ça. Ils vont devenir fous en fait avec parce ça. Parce qu'un homme est arrivé à ce moment-là. Oui, tu peux en parler, je pense, je sais même plus. Un homme crucial qui arrive, John Lasseter, le créateur de Pixar, qui est un immense fan de Miyazaki, et qui va aider énormément à faire connaître les œuvres magnifiques de Ghibli aux États-Unis. Et comme tu dis, Princesse Mononoke, ça change tout, c'est l'explosion. Et ça enchaîne direct en 2001, après, avec vraiment l'explosion mondiale, avec le voyage de Chihiro. Que dire? Et en japonais. Comment on dit en japonais? Il faut que tu suives, Toga, faut que tu suives le... Pardon, excusez-moi. En fait, il y avait aussi Mes voisins les Yamada avant de Takahata, mais bon, c'est un film plus mineur, qui est plutôt mignon. Si tu veux en parler, on en parle. Mais qui se base sur la série d'animation ultra populaire, du coup, les Yamada. Du coup, Oyokekio Tomari no Yamada-kun, voilà. Mes voisins les Yamada. Qui est pour le coup un film tout à fait ok tiers, voilà. On est vraiment sur un style très 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 simpliste, mais qui est en fait le premier et seul film qui va adapter d'un manga. C'est un film qui est adapté d'un manga, voilà, Mes voisins les Yamada. Et en fait, ça suit juste en fait l'humour et tout le train-train d'une famille japonaise typique. Voilà, c'est extrêmement populaire au Japon. Pour le coup, c'est vraiment peut-être la série la plus connue au Japon. Hein. C'est un peu leur
quel serait leur équivalent en France? Ce serait un peu un équivalent d'une BD franco-belge, un peu un Tintin ou un Astérix pour eux, tu vois. C'est un peu leur, c'est un peu ça pour eux. Et du coup, bah, Ghibli a fait leur seule adaptation, leur seul travail non original avec mes voisins les Yamada, et c'est plutôt ok. Voilà, c'est mignon comme tout. Et puis voilà. Et arrive, comme je disais, l'explosion mondiale, le voyage du Chihiro, qui, en japonais, se dit Sentoshiro no Kaminakakushi. Pardon. donc réalisé tout. Bravo. On peut applaudir quand même le japonais de Touga quand même. Cher auditeur auditrice, j'espère que Ah, mais à 1 heure il y a d'épisode, une raison parce que pour laquelle je t'ai prêté. Hein. on est à 1 Domo heure, arigato. on est à 1h14 Ouais, de arigato. 1h14 secondes, 15 secondes d'épisode. On applaudit Touga. Merci. Ah, j'applaudis pas, je suis Moi-même. chez moi. Voilà, en tout cas, c'est tout. Domo arigato, clap-san, ça fait plaisir. Ben, Ça, avec plaisir. C'est réalisé toujours par Hayao Miyazaki, et à la différence de tous les autres, c'est que ça devient le plus gros succès japonais de l'époque. Ça gagne l'Ours d'Or à Berlin. Ça remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Et pour beaucoup, c'est le plus grand film d'animation de tous les temps. Ça revient souvent. Si on parle d'animation aux gens, il y en a beaucoup qui disent Le Voyage de Chihiro. bah, moi, personne. Personnellement, non. Pas de mon côté. Love, je sais à couper, mais je crois que c'est de son côté, c'est pareil. Je crois que c'est pas le cas pour lui. Bah, moi, je parle pas pour, T'as dit quoi pour mon cas non plus. Ouais, ton micro a coupé, donc on n'a pas. C'était personnellement non. Je disais que non, pas du tout. Pour moi, il fait pas partie du tout des 5 meilleurs. Je mettrais même peut-être Princesse Mononoke parfois devant. Non, je mets quand même Shiro devant Mononoke. Mais après, il fait pas partie des 5 meilleurs de l'histoire. C'est hors de question, en fait. En fait, je trouve que ça a beau être une histoire fantastique et haute, mais il fait pas du tout partie des meilleurs films d'animation de l'histoire. C'est pas possible de dire ça. Je trouve que on en fait énormément avec Shiro. Je suis sûr qu'il va mort Shiro. Mais c'est pas du tout. Même dans les œuvres de Miyazaki, c'est même pas son meilleur, tu vois. Pour moi, tu vois, personnellement, c'est même pas son meilleur. Certes, je pense que c'est. Shiro, c'est arrivé au moment où. Bah, c'est là où tout le monde a. C'est à partir de ce moment-là où il va y avoir tout le côté succès commercial, le succès phénoménal. Ça va être diffusé pour la première fois à l'international directement. Et je pense que c'est l'effet waouh de toutes les personnes qui l'ont vu au moment où c'est sorti au cinéma. Je pense que c'est dû à ça. Après, c'est un film extraordinaire, qui est génial, qui est magnifique. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que bah, c'est la première fois après Princesse Mononoke. Princesse Mononoke s'est ouvert au monde, a ouvert la voie au monde. Chihiro, c'est vraiment le film qui a sacralisé et qui a confirmé le fait que voilà, maintenant on est là et maintenant vous connaissez maintenant très bien qu'est-ce que c'est Ghibli. Et bah justement pour récompenser ça, bah il a eu un succès énormément important. Mais je pense que déjà c'est un film qui ça fait longtemps que je l'ai pas revu donc il faudrait que je le revoie, mais je pense que c'est un film qui peut-être a bénéficié d'un effet waouh plus que ces autres films, par exemple. Ok. Bah, je vous rejoins un petit peu. Après, je suis. C'est. Comment dire. Je suis peut-être moins expert quand même de ce studio que vous ne l'êtes. En tout cas, je n'ai pas vu tous les Ghibli, personnellement. J'en ai encore quelques-uns à rattraper. Mais c'est. Je vous crois. Je vous crois quand vous dites que c'est pas forcément. De toute façon, Ah, attention, hein. Quand je dis ça, c'est quand même un immense film, mais je trouve que. Je pense que le fait de le considérer comme le plus grand film d'animation, c'est pas. Je pense pas que ça soit le bon terme pour ce film. C'est un immense film. Ça fait partie du panthéon des films d'animation japonais. Et ça en fait pas un de ses meilleurs, je trouve, loin de là, même si je trouve que bah il a amené en fait, il a une importance aussi le voyage de Chihiro immense sur la consolidation, voilà, du cinéma du cinéma d'animation japonais dans le monde.
Voilà, c'est lui qui a cristallisé en fait ce fait, le fait de se dire voilà, ce n'était pas qu'une seule fois avec Princesse Mononoke, on le reproduit quand vous le voulez avec le voyage de Chihiro. Et d'ailleurs, le voyage de Chihiro, c'est aussi le tout premier film du studio Ghibli qui va intégrer un côté numérique. Parce que le dernier film qui a été fait justement avec Miyazaki, qui n'était pas été fait en numérique, c'était Mononoke. Donc, qui a été fait voilà, en argentique avec tout a été fait au crayon, etc. Et Chihiro intègre pour la première fois des éléments un peu plus numériques. Donc du coup, on a des plans qu'on n'a jamais vus avant, un peu de la 3D, un petit peu. Je pense notamment au début du film avec Chihiro qui rentre dans une allée de fleurs. Enfin, cette scène, elle est waouh. Et on n'aurait peut-être pas pu la voir avant. Et je trouve que la technologie dans Ghibli, je trouve que c'est la meilleure harmonie parce qu'ils en surabusent pas, ils en utilisent vraiment très peu. Mais à chaque fois qu'ils le mettent au profit, ça rajoute un petit cachet. Et Chihiro a vraiment fait passer, a basculé le studio Ghibli au XXIe siècle. Et justement, ça enchaîne un an après, en 2002, avec le tout premier film réalisé par Hiroyuki Morita, Le Royaume des Chats, qui en japonais se dit Neko no Hongaishi. Voilà, donc lui, c'est un de mes Ghibli préférés. Après, personne ne se doute de ça. J'adore les chats. J'en ai un qui, depuis tout à l'heure, qui joue à côté et qui, j'espère, ça s'entendra pas dans l'enregistrement. Donc un véritable conte initiatique. Ça suit encore une fois une adolescente. Et c'est vrai que c'est... Alors déjà, c'est d'après un manga, Daoi Hiragi. Voilà. Et c'est, comment dire, c'est... Hayao Miyazaki supervise le film, et du coup, Hiroyuki Morita est un peu son disciple à ce moment-là. C'est un prolongement, c'est conçu comme le film est conçu comme un prolongement du court-métrage Baron, le chat baron. Et c'est un film assez léger. Voilà. C'est simple, léger. Et c'est plutôt sympa à regarder. Il n'y a pas grand chose à dire. Des fois, il n'y a pas besoin de s'étaler pour dire qu'on aime bien un film. C'est un film qui a quand même enregistré plus de 200 000 entrées en France. Et puis, bah voilà, hein. C'est une belle poésie, comme Ghibli sait faire. C'est du simple Ghibli, on peut dire, mais ça marche. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. T'as quelque chose à rajouter? Love, t'as quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, franchement, non, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je suis d'accord avec vous et avec toutes les explications que vous avez mis en place. Et je suis d'accord avec toi sur le voyage de Chihiro. Je pense exactement la même chose. Donc, on peut partir sur le prochain film. Le prochain film, 2004. Un film qui s'inspire du roman... Le château ambulant. Ouais, qui s'inspire du roman Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones et qui se dit en japonais... Qui se dit en japonais, bien sûr, Haruno Yugoto Shiro. Voilà. Et comment dire, c'est une œuvre qui a été célébrée pour son univers encore visuel foisonnant. Encore une fois, une poésie antimilitariste, toujours une réflexion sur l'amour, l'âge, la transformation, la transmission, l'évolution. On est encore sur une musique de Joe Hisaishi, film nommé à l'Oscar 2006 du meilleur film d'animation. Et c'est la première adaptation littéraire directe de Miyazaki. C'est vrai, et il en fera une, il en fera une dans les années à venir. Oui. Il en fera d'autres, notamment ces dernières heures. Donc c'est encore un chef-d'œuvre, le château ambulant, avec une mise en scène qui, toujours avec des architectures mouvantes, là on est avec des paysages européens, un peu comme dans Porco Rosso, des machines volantes emblématiques du studio qu'on retrouve quand même assez souvent. Et c'est quand même un film qui à l'époque est réalisé dans un contexte de guerre, la guerre d'Irak. Et à travers ça, l'auteur, il exprime son pacifisme. À travers du coup ce conte qui met en avant la réconciliation et la beauté du monde. Et ça a marché parce qu'il est encensé par la critique internationale.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous en tout cas, de ce film. Oula, alors moi j'ai du mal. Pour moi, c'est le pire Miyazaki. Voilà, je me fais beaucoup d'ennemis. Quoi? Non. Voilà. À chaque fois que je dis ça, les gens sont en quoi, mais pourquoi? Mais en fait, faut bien prendre en compte que ce film-là est déjà un enfer en termes de production. Parce qu'à la base, le château ambulant, ça devait pas être réalisé par Miyazaki. Ça devait être réalisé par un jeune réalisateur à l'époque, du nom de Mamoru Yosoda, qu'on connaîtra bien sûr pour ses films comme La Traversée du Temps, Summer Wars, Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête, Mirai, ma petite sœur, et surtout Belle, son dernier film. Donc pas un petit peintre, hein, bien évidemment, ou bien sûr qui a fait le film One Piece, le Baron Harmotsuri, bien sûr, ça fait plaisir de le dire à chaque fois. Et à la base, ce film il devait être donc fait par Mamoru Yosoda, mais pour des raisons X et Y, du coup, ça ne s'est pas fait. Et du coup, Miyazaki reprend la charge de la réalisation, et en fait, il décide de tout reprendre à zéro en 2003. Le film sort en 2004. Il y a 1 an de réalisation dans ce film. Déjà, pour dire une chose, c'est que ce film donc a été fait en 1 an. Pour la qualité visuelle, c'est exceptionnel. Je trouve le film exceptionnellement beau. Je le dirai jamais assez, notamment dans le château ambulant en tant que tel. Par contre, ça se voit que dans l'écriture, il y a des gros trous. Il y a des gros trous qui sont immenses, et je ne comprends pas les gens qui n'arrivent pas à voir ça. Déjà, le principe même de la personne qui se fait, la fille qui se fait envoûter, qui devient une vieille la nuit, etc. Le principe est ruiné en même pas 20 minutes. Il est ruiné en 20 minutes parce que du coup, elle redevient jeune, mais du coup la nuit, mais je me dis, mais c'est pas possible, ils ont mal fait le montage. Et je comprends pas les gens qui n'ont pas compris ça. Je me dis, j'ai manqué un épisode, j'ai revu le film. Non, j'ai pas manqué d'épisode, c'est juste que ils ont ruiné leur propre gimmick, leur propre scénario. L'histoire d'amour un petit peu avec le jeune homme, rien à foutre, vraiment. Pour le coup, c'est peut-être celui où j'en ai le plus rien à foutre. Le rythme est long, c'est saccadé, tu t'ennuies un petit peu devant. Je me dis, merde, quoi, pour un film aussi beau, je le répète jamais, il est beau comme tout. En termes de fond, c'est creux, quoi, c'est creux. Et je pense que c'est dû aussi au fait que le film a été un calvaire de production, quoi. Parce qu'ils ont dû tout refaire 1 an avant, quoi. Et déjà pour le sortir dans cet état-là, je dois dire quand même chapeau quand même. Mais je trouve que c'est le film le moins abouti de Miyazaki, peut-être un peu de loin. Qu'est-ce que tu as à dire à ça, Love? Moi, je pense juste honnêtement que c'est un film que je trouve excellent, parce que je trouve que le personnage principal du château ambulant, il est vraiment très intéressant. Cette petite jeune qui devient une mamie, et qu'on voit que même si à travers ses rides, en fait, ça reste la même personne. Je trouve ça très beau. Ensuite, je trouve que l'univers était vraiment magnifique, que ce soit le château, on n'en parle pas assez, mais les animations du château qui bougent et tout. Par contre, ça se voit quand même que le film a eu beaucoup moins de temps de production, ça c'est clair et net. Il y a certains passages, c'est quand même bien moins animé, je pense aux différentes scènes dans les villages, ou encore les scènes de fin que je trouve vraiment mal animées pour le coup. Mais il y a rien à dire, le château ambulant, ça reste quand même un des classiques du studio Ghibli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et en si peu de temps, avoir fait un film aussi brillant, je trouve ça vraiment remarquable. Ouais, c'était le château de Ouru, et la jeune chapelière qui est transformée en vieille femme, c'est Sophie. Ouais, bon, j'aurais pas les noms à ce point-là, mais... J'avais plus les noms non plus. Mais merci. Mais les noms Ghibli, c'est quelque chose. Ah, c'est clair. Sophie, ça va, c'est bien français. Non, mais Ouru... Et juste après, du coup, ça permet d'enchaîner 2006, donc... 2005, 2006, c'est le Conte de Terre et Mer. C'est le Conte de Terre et Mer, ouais. Avec un nouveau réalisateur. Oui, et qui se dit... Un nouveau réalisateur. Et c'est quoi le nom japonais? Gedo Senki. Ah ouais. Gedo Senki. Et réalisé par Goro Miyazaki.
Eh oui, Ouais, le c'est- Nepo Baby originel, ouais. il Est-ce est là. que finalement, le conte de Terre et Mère, c'est pas un des meilleurs Ghibli? Moi, j'ai adoré le conte de Terre et Mère. Ah, tu l'as adoré? Moi, Je trouve ça sublime et somptueux. c'est pas mon préféré de Goro. Bah celui-là je ne l'ai pas vu donc je pourrais pas me prononcer. C'est pas lui mon préféré de. Moi, j'ai pris une claque devant le conte de Terre et Mère et c'est avec ce film que je me suis dit que j'allais aimer vraiment Ghibli, quoi. Pourquoi d'ailleurs? Enfin, moi je l'ai trouvé ok, mais je l'ai pas trouvé sensationnel. C'est quoi les. Moi, je trouve que l'histoire avec toute cette histoire autour du dragon, ce mélange de décors, ce jeune réalisateur qui, on le voit, il a des idées, il y a une certaine créativité derrière. Et ça va quand même à un certain opposé avec les œuvres de Miyazaki qu'on a eu récemment. Je trouve que justement le conte de Terre et Mère, ça apporte un vrai message qu'on n'a pas eu encore depuis le début. Et bah faudra que je le découvre et je te dirai ce que j'en pense. Je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, c'est avec ce film d'ailleurs et celui d'après de Goro Miyazaki. Enfin, il y a un documentaire, je vais en parler maintenant, mais il y a un documentaire qui est japonais pour le coup de 4 ou 5 épisodes qui retrace justement le moment où Goro Miyazaki va sortir son deuxième film, donc la colline au coquelicot. J'en parle un petit peu rapidement. Mais et en fait tu vois le père du coup Hayao. C'est un tyran. C'est un tyran. Ah là, il n'y a pas de Nepo Baby là-dedans, hein, entre Goro et Miyazaki, parce qu'il déteste le conte des Terres et Mers. Il n'aime pas les œuvres de son fils. C'est hallucinant. Pour lui, il trouve que c'est quelque chose qui est pas digne de Ghibli. Voilà, c'est ce qu'il dit de lui-même. Hein. Il trouve que les œuvres de Goro Miyazaki ne sont pas dignes de Ghibli. Et je pense que moi et Love, on pourra dire que déjà les contes de Terre et Mers, je trouve que c'est une œuvre qui est plutôt Ghibli, qui est quand même qui mérite bien sa place. Surtout qu'il est meilleur que certains films que Miyazaki a fait, donc. Oui, le château ambulant, oui. C'est d'accord. Là, non, moi je pensais plutôt à Si tu tends l'oreille. Si tu tends l'oreille, c'est pas de lui. C'est pas de Miyazaki. Non, mais Si tu tends l'oreille, ça sort sous le nom de Ghibli. Et à ce que je cherche, Miyazaki n'a jamais dit que ce film n'était pas au niveau de Ghibli. Non, parce que il l'a pas affirmé, mais je pense qu'il y a quand même des films où il se dit ouais, c'est mieux, il y en a d'autres qui sont moins bien, mais ça n'a pas été affirmé dans ce documentaire en tout cas, ça c'est sûr qu'il l'a pas dit texto quoi. Et justement, Hayao Miyazaki revient en 2008 après. Il y a quand même une petite pause dans les Ghibli avec Pogno sur la falaise, qui est mon tout premier souvenir de Ghibli. Et d'ailleurs, ça se dit comment, Pogno sur la falaise? Ça se dit Gateno Eno Pogno. Et ben voilà. Ça mêle encore une fois l'écologie, l'enfance. C'est quand même inspiré du conte de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Et toujours, et c'est ça qui est magnifique, toujours une musique signée Joe Hisaishi. Et moi j'ai adoré c'est l'histoire de ce gamin Susuke, 5 ans, qui vit au sommet d'une falaise, donc au bord de la mer, et qui va découvrir Pogno, cette étrange petite fille poisson rouge, qui est piégée dans un pot de confiture. Et de tout ça, ça va faire naître une amitié qui va bouleverser l'équilibre naturel. Et j'ai adoré. Ça, en fait, ça s'inspire. On voit que ça s'inspire vraiment de La Petite Sirène. Et j'ai trouvé que c'était même plus joli à l'écran que La Petite Sirène. C'est pas comparable. Ouais, ça aborde l'amour, l'innocence, le respect de la nature. Je trouve que franchement, c'est un débat inutile. Genre, c'est pas comparable du tout. Bah oui. Il y a une animation américaine qui va l'opposer des productions japonaises. Ouais, puis je trouve ça. C'est deux styles totalement différents en fait. Faut pas vraiment comparer ces styles. Le style américain et le style japonais, c'est vraiment deux styles. C'est comme si tu comparais Ghibli et Hardman, tu vois, c'est le même principe. Ouais, bah je suis d'accord, mais après, tu vois, c'est ce qui est beau aussi avec ce film, c'est qu'il a quand même, pour la petite anecdote, il a quand même marqué un record pour le studio. C'est le film du studio qui compte le plus de dessins qu'on puisse réaliser intégralement à la main, 170 000 dessins. Où Miyazaki a privilégié des couleurs douces, un trait très fluide,
qui rappellent vraiment des illustrations pour enfants. Et du coup, cette animation de l'eau qui est omniprésente dans le film, elle donne vraiment vie à une mère qui est presque vivante, consciente, enfin qui est presque consciente de ce qui se passe autour d'elle. Et la bande originale de Joe Hisaishi, ça renforce encore plus ce sentiment-là, et c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai voulu comparer ça à La Petite Sirène, mais c'est vrai que c'est pas comparable. Oui, c'est pas comparable parce que je vais dire quelque chose, Pogno sur la falaise. Déjà, c'est un autre film sous-côté. Allez voir ce putain de film, s'il vous plaît, je vous en conjure. C'est extraordinaire. C'est la plus belle animation d'eau de tous les temps. Voilà, je le dis très fort. Il n'y a jamais eu meilleure animation d'eau. Ça se voit, le travail derrière monstrueux en termes. Rien que le reflet de l'eau. Je pense au reflet de l'eau. Je pense à l'animation des vagues, notamment Pogno qui court sur les vagues, etc. C'est d'une beauté monstre. Pogno, vraiment. Ça fait partie aussi un de mes films de Ghibli préférés. Je surkiffe ce film, un petit peu ce conte, ce poème, un petit peu qui se base énormément sur le retour à la nature et notamment l'eau, le rapport entre la nature de l'eau et de la terre. Je trouve, et justement le fait de uniformiser les deux mondes, je trouve que c'est un film qui renoue enfin un petit peu avec le côté enfantin de Totoro. Je trouve un petit peu d'ailleurs que c'est peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup ce côté-là un petit peu enfantin de Miyazaki. Ces films comme ça là, je les trouve exceptionnels. C'est beaucoup plus naïf, plus épuré, comme tu l'as dit, Clap, en effet, dans ces films-là, et je trouve que ça marche tellement bien pour ce film-là, parce que justement, c'est un film quand même qui est un peu plus adressé à des jeunes enfants, mais pour autant, il a toujours ces thématiques environnementales qui sont très présentes et qui, dans ce film-là, on peut pas passer à travers ces thématiques-là, et je trouve que je répéterai jamais assez, mais l'eau dans ce film, j'en ai jamais vu d'eau aussi belle de toute ma vie que dans Pogno. Ah mais je suis entièrement d'accord avec toi. Love ? Je suis totalement. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à cette phrase, à cette poésie que tu viens de nous livrer ? Il y a un moment, t'as voulu le buzz, tu prends ton buzz et on passe au prochain film, voilà. Il est content parce qu'il avait plus envie de parler, il s'est dit voilà, et hop, ça, voilà. Eh ben... Salopard, là, il a bien compris. Hein. Et ben justement, tu vois, il veut passer au prochain film. On arrive en 2010 avec un film pour un nouveau réalisateur c'est la première fois qu'il réalise un film pour Ghibli. Arrietty, le petit monde des chapardeurs, qui est réalisé par. Réalisé par. Tu veux le film les deux. Par Hiromasa Onegayashi, pardon. Et donc le film japonais, bien sûr, le nom japonais, c'est bien sûr Karigurashi no Arrietty. il en peut plus. J'en peux plus, je suis en dépression. Arigato, love this. Et la musique est signée par une Française, Cécile Corbel. Ah, donc tu vois, merci de me le préciser. Donc bien, pas tous les films de Miyazaki, pas tous les films de Ghibli ont été faits par Joe Hisaishi. Merci. Arrietty, c'est comme, franchement, c'est comme Kiki, la petite sorcière. C'est comme si tu te tends l'oreille, c'est mignon. C'est pas des films exceptionnels. C'est des moments coolos. Ouais. Puis Cécile Corbel, qui, pour la petite anecdote pour tout le monde, c'est une auteure, compositrice, interprète française qui chante en français avec de l'expression anglaise, bretonne et française, et qui est aussi harpiste. Joue de l'harpe. Oui. Tu as totalement raison. Et oui, je suis d'accord avec toi, Love, Arrietty, ça rejoint un petit peu. T'avais dit ça casse pas trois pattes à un canard. Oui, ça rejoint, c'est loin d'être le meilleur Ghibli, ça c'est sûr. Mais ça a toujours ce respect de la nature, encore une fois.
une fragilité du vivant et toujours ces valeurs importantes de tolérance envers la différence. Et puis la musique celtique, effectivement, de Cécile Corbel ajoute cette touche mélancolique et féerique est-ce que ça arrive à la hauteur du compositeur historique de Ghibli? Je sais pas ce que tout le gars en pense, mais en tout cas, cette musique... Alors, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu le film, pour le coup, c'est un des... écoute... deux films que je n'ai pas vu. Deux films qu'il a pas vu, hein, c'est la honte. Aïe. Et ce qui est... Ouais, il est expert au Japon. Tapez-moi. Non, t'inquiète C'est vrai pas, que- on va pas te taper. Mais par contre, ce qui est impressionnant, Oh, une autre anecdote, c'est que il est sorti au Japon par Toho, qui distribue qui distribue tout les Ghibli au Japon. Qui distribue tout. Hein. Et en France, il est sorti par la Walt Disney Company. oui, mais Walt Disney, ils ont distribué beaucoup de films des Ghibli en Europe et aux États-Unis. En 97 déjà, ça avait commencé par eux. Bah ouais. Mais- Avec la fameuse anecdote que tout le monde connaît avec le fameux Harvey Weinstein qui voulait à l'époque que t'aies un petit peu Princess Mononoke parce que c'était trop long et que la légende dit que Miyazaki aurait envoyé un petit sabre japonais avec une petite lettre qui a marqué juste dessus No Cut. Voilà. Merci pour l'anecdote. Sympa le Hayao, hein. Il est plutôt sympa lui. Donc, voilà. Mais du coup, Et justement, son fils revient avec un autre film, tu l'as dit tout à l'heure, La colline au coquelicot. oh, c'est nul. Kokoriko Sakakara. Donc de... Ah non, c'est nul. Enfin, Oh non. Pour le coup, t'es comme Hayao. T'es comme son père. Hayao, Non. Mais le pire, c'est que le scénario est de son père. Et de Keiko Niwa. Non, mais par pitié. En fait, tout ça c'est précisé dans la petite série. En fait, Hayao, il a pas voulu laisser son fils s'exprimer. Après la déception, les contes de Terre et Mère, il le dit lui-même que c'est une grosse déception. Déjà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a 5 ans d'écart entre les deux films. Parce qu'à la base, il voulait que Goro Miyazaki prenne la relève. Oui, il voulait prendre sa retraite, mais il a pas pris sa retraite. Enfin, c'était très flou. Voilà, il voulait faire sa deuxième retraite, parce que techniquement, il devait faire sa première retraite en 97, sauf que on rappelle, Yoshifumi Kondo est mort en 98, voilà. Et du coup, il voulait reprendre une deuxième, il voulait prendre une vraie retraite cette fois-ci après Ponyo, ça devait être son dernier. Et du coup, il se disait, que Goro allait reprendre la suite parce que du coup, c'est son fils, et peut-être qu'il a du talent, il a ses gènes, etc. Sauf que quand Les Contes de Terre et Mère est sorti, Hayao, pas très heureux, quoi. Pas très chaud. Mais il se dit, c'était son premier film, donc allez, pourquoi pas. Et du coup, Goro, il a tout de suite voulu refaire un nouveau film qui voulait plus correspondre et plaire à son père. Sauf que dans la série documentaire, je recommande tout le monde, j'ai plus le nom, mais c'est un nom japonais à la con, mais ça se trouve sur internet. Tu mets juste documentaire Goro Miyazaki 2011, ça se trouve. Son père, il est insistant de ouf, il fait vraiment la gueule tout le temps, quoi, pour dire, mais c'est ça ton film là? Je ressens pas d'émotion là, il y a pas d'émotion, tu me montres les spoilers, il y a pas d'émotion. J'ai trouvé ta série. J'ai trouvé la série, mais je te laisse finir. Ah ouais, non, mais faut regarder ces 5 petits épisodes. Mais c'est 10 ans avec Hayao Miyazaki. J'ai 10 ans avec Hayao Miyazaki. Voilà, c'est ça, qui date de 2011. Et justement, on suit dans le studio dans le studio Ghibli. Et on a justement la partie avec la colline au coquelicot. C'est terrible parce que du coup, tu vois toute la relation pas très ouf entre le père et le fils. Où ils se parlent pas pendant des mois parce que ça correspond pas à ce que son père voudrait, et du coup son père a littéralement mis une autre équipe à côté qui ont retravaillé un peu le film de son fils tout en ne pas lui parlant. Donc du coup son fils lui il faisait son storyboard de son côté, etc. Il voulait continuer, sauf qu'après t'as Hayao qui arrive et qui dit allez tiens regarde hop. Et il regarde, il fait oui, c'est mieux au final, et du coup, il a accepté, oui, c'est mieux.
Et après, Goro, bah, en fait, il a eu un peu d'orgueil. Il s'est dit, bah, je vais quand même faire mon film, quand même. C'est pas censé être le film de mon père, c'est quand même censé être mon film. Je vais lui prouver que je peux présenter une idée, que ce soit mon idée, qu'elle soit bonne, etc. Et quand bah, le film arrive, du coup, La colline au coquelicot, bah, il y a une projection presse avec son père. Son père part au milieu du film. Il a détesté le film. Il dit, putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Je me casse. C'est ça mon fils, c'est tout. Et du coup, Goro, il est dépité. Il est dépité de ouf. Alors qu'il a implémenté un petit peu des histoires bah, de sa propre vie et tout. Parce que ça parle justement de secrets de famille, il y a un peu un côté d'histoire d'amour. Et il voulait justement relater un petit peu cette histoire d'amour. C'était un peu ce parallèle entre lui et son père. Et je trouve que le film, bah, il est bien. Moi, je l'ai bien aimé. C'est le meilleur film pour moi de Goro Miyazaki. Bah, film qui a quand même Il est très, reçu très bien. le Japan Academy Prize du meilleur film d'animation en 2012. C'est totalement mérité. Je me trouve elle est très 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 Et bien. composé par un autre compositeur, Satoshi Takebe. Satoshi Katebe, ça me dit quelque chose, mais je pourrais plus te dire quelle autre œuvre il a fait. Mais je crois qu'il a fait des. Je crois que c'est quand même un bon compositeur de manière générale. Hein. Je crois qu'il a quand même une bonne neurone, mais j'ai plus ses. Mais en tout cas, on voit que Goro se fait allumer par son père, quoi. Ça loupe pas. Pourtant, c'était une collaboration entre les deux, tu vois. C'était censé être une collaboration entre les deux, mais au final, c'était une guerre entre les deux. Et je pense que ça peut se ressentir un peu dans le film. Parce qu'il y a quand même un peu d'inconsistance dans le film. C'est pas non plus le film le plus consistant. Mais tu sens qu'il y a quand même de l'inconsistance dans les storyboards, dans la manière dont c'est amené, dans la mise en scène, etc. Tu sens qu'il y avait un peu une guerre interne, quoi. C'est un peu dommage. Je sais pas si Love peut détailler un peu plus sur le film, sur comment. Non, là, Ah, Love, Ouais, là, on t'a perdu. on a perdu là. là, j'étais. Ouais, je suis là, tu m'entends? Ouais, on t'entend. On t'entend. Il y a eu un bug, c'est ça, du son? My bad. Ouais, ça peut arriver, t'inquiète pas. Ok. Ok, on est toujours sur la colline au coquelicot pour savoir, parce que pour l'instant, j'ai écouté. Oui. Donc, mon ressenti pour la colline au coquelicot, bah, c'est le Tour de France, version Japon. En fait, c'est. Désolé. En fait, t'as parlé pendant 35 minutes de Goro qui s'est fait victimiser par son père, mais qu'est-ce que je m'en fous? Le film, il est chiant. Du coup, t'es comme son père en fait, t'es comme Ayao quoi. Je suis pas Ouais. du tout comme son père parce que j'ai aimé le conte de Terre et Mer, mais en fait, juste la colline au coquelicot, c'est juste un mec qui fait du vélo, qui a rencontré une fille, ils font du vélo, et après ils continuent de faire du vélo. Et il y a un moment, ils finissent par faire du vélo encore et encore, c'est très long. La colline au coquelicot, c'est vraiment très très long. Résumé du. T'aimes pas le vélo? Non mais en fait, non mais c'est même pas ça, c'est que je pense que le film est sponsorisé Decathlon. Van Ryzen. Non, mais j'ai bizarre les accents, tu fais ce que tu veux, Hugo, dans ton podcast, mais. Ici, Ouais, on est quand même sur un podcast familial. Ouais, la marque Van Ryzen de vélo, c'est tout. Ouais, dis-le plusieurs fois en criant. Non, c'est bon. Ah, on est là. Bien. Mais du coup, non, My bad. juste Tour de France, quoi. Voilà, Ok. pour toi, c'est le Tour de France. Mais c'est bien le Tour Ouais, de pour France. moi, c'est. C'est pour un Non, sans merde. Quoi Sans merde. Quoi? Allez, je te Oh parle plus. Je te parle plus. Comment ça, tu parles du Tour de France comme ça? C'est pas mal. Non, mais là, C'est vrai. Tour de. T'aimes juste pas le vélo. Voilà, dis-le. Bah, j'avoue, pour le coup, avec Touga, on a quand même beaucoup de goût en commun parce que la Formule 1, le catch, et puis moi, le Tour de France, j'aime beaucoup aussi. Je peux regarder le Tour de France toute une journée et ça me dérange pas du tout, quoi. Mais vous savez quoi? à regarder du Tour de France là. Aïe. C'est un enfer pour Et moi. là, il y a Roland Garros qui arrive et je vais regarder Roland Garros aussi, tu vois. Oh là, par Oh là contre, là. Garros, on bat un peu les coups. En tout cas,
Il n'y a plus Nadal. Voilà, je vous le dis, il n'y a plus Nadal. Voilà. Non. Ça fait chier, il n'y a plus Nadal. Mais en tout cas, on parle de Goro Miyazaki, que Hayao Miyazaki ne fait plus de films à ce moment-là. Et il revient avec ce qu'ils appellent son ultime chef-d'œuvre. Alors que à chaque fois, c'est ça. Hein. C'est son ultime chef-d'œuvre. Ça sort en 2013. C'est Le vent se lève. Ah, mais c'est interminable, la liste des Ghibli, il en reste combien là? Kazé Tatsumi et il reste 1, 2, Il reste 3, 4. 4, 5. Il reste 4 après. Non. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 après Le vent se lève. Et 5, Ok, avec une coproduction. On va peut-être faire un tour. Le vent se lève, tout ce que vous voulez, mais enfin, mon Dieu, c'est. Vous voyez, la colline de Coquelicot, c'est le Tour de France. Le vent se lève, c'est pour moi littéralement une émission France 5 où ils vont dans la campagne française. Tu vois, le Massif Central. Ils vont sur une colline et il y a un tableau. Et c'est bien. C'est bien pour des vacances pour une famille dans un camping. Mais c'est pas besoin d'en faire un film. Avec tout le respect. Ah ouais, t'es sévère. Moi, je trouve que c'est justement c'est le deuxième film qui représente à mort le côté, l'amour de l'Italie de Miyazaki, parce que là, on est vraiment dans. Ouais, mais En fait, on est dans. Porco Rosso, il faisait mieux. J'allais venir, oui. Laisse-moi finir. Mais ça évoque. Oui, bien sûr, en fait, ça évoque le concept. Rosso. Ça évoque le concepteur italien Giovanni Battista Caproni, mentor imaginaire Voilà. de Giro. Le problème, c'est que le vent se lève, il est bien, hein. Très bien, hein. Rien à dire. Hein. Le vent se lève à l'ouest et se couche à l'est. Non, pardon. Sauf que il a fait mieux 20 ans plus tôt. Voilà, avec Porco Rosso, malheureusement. Le vent se lève, en fait, il est arrivé 25 ans trop tard, en fait. C'est dommage, parce que Porco Rosso, il marchait très bien. En fait, Le vent se lève, ça raconte quelque chose qu'on a déjà raconté, techniquement. Mais c'est comme. Mais bon, ça a un côté un peu différent. On a l'histoire d'amour entre les deux protagonistes que moi j'adore, c'est un de mes préférés. Mais derrière ça, c'est un peu du déjà vu, quoi. C'est un tout petit peu du réchauffé. Alors oui, il y a c'est vraiment le film qui le montre directement, explicitement, l'amour de Miyazaki pour l'aviation, pour l'Italie, etc. Avec le personnage principal, parce que c'est d'ailleurs le tout premier personnage principal masculin d'un des films de Miyazaki, dans Le vent se lève. Et on verra que c'est pas le dernier. Mais c'était le tout premier. Avant ça, c'était que des personnages féminins. Et ben là, c'était la première fois, c'était un personnage masculin. Et pour le coup, on ressent ce côté-là, ce shift où c'est la vie de Miyazaki qu'on voit dans le film. Mais je pense que c'était pas vraiment un film. Enfin, c'est un film vraiment où il t'explique vraiment directement, voilà, mon amour pour l'aviation, pour l'Italie, etc. Alors que t'avais déjà fait Porco Rosso, mec. On avait déjà très bien compris. Voilà. Ouais, et puis ça va laisser place juste après en 2013 au Le Conte de la princesse Kaguya, que je n'ai pas vu. Alors, du coup, comment ça se prononce? Love, tu l'as vu. Love, tu l'as vu, j'espère. Oui, la princesse contre Kaguya, oui. Très bon film. Kaguya Hime no Monogatari. Voilà. Oh là là. Et c'est Isao Takahata qui revient. Isao Takahata, le réalisateur que Love n'aime pas, mais que pour une fois, il filme un de ses films. Bravo à lui. On va te laisser l'honneur. Toujours une musique de Joe Hisaishi. Vas-y, le clap, tu penses quoi du film? Moi, je l'ai pas vu. Non, c'est grave. Il a rien vu. Non, j'ai pas rien vu. J'en ai 4-5 que je n'ai pas vu. Genre, c'est moi le seul à avoir. Je suis le seul à avoir vu tous les films. Très grave, c'est très grave. Non. T'as pas vu. T'as pas vu Mes voisins les Yamada. Ne mens pas. Si, j'ai vu. C'est très mignon. Ah ouais? Ouais, voilà. Tu veux qu'on fasse. T'as vu Je peux entendre l'océan? Oui.
J'ai vu tous les Ghibli, qui sont tous sortis sur Netflix en même temps. Souvenir goutte à goutte, tu l'as vu aussi. Alors là, t'inventes des films, là. Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata, c'est son premier film de sous l'ère Ghibli. Donc, non, Oh c'est son là deuxième là, film. Après le tombeau des muscles. Ah, tu l'as pas. Voilà. Allez, Il allez, tu vas faire quoi? Arrête de mentir. Arrête de Bon, mentir. parle-nous. Le mensonge de Stipe, il a pas tout vu. Le mensonge de Stipe, il a pas tout vu. Parle de la princesse Kaguya. Mentalement, je commence à tomber, là, mentalement. Du coup, la princesse Kaguya, c'est un film excellent, une animation fantastique, une histoire formidable. C'est un des films que j'ai vu qui m'a le plus émerveillé en termes d'animation. Je trouve que vraiment il y a un travail fabuleux derrière. Et je saurais pas trop quoi dire à part que c'est certainement peut-être le dernier chef-d'œuvre Ghibli à l'heure actuelle. Ok. Et je suis tout à fait d'accord avec Eloi. Hein. Qu'est-ce que dire du conte de Princesse Kaguya? C'est peut-être vraiment le film le plus... Vraiment, c'est peut-être vraiment le film le plus sous-coté de tout Ghibli. Vraiment. C'est un film... beaucoup de gens disent, voilà, le meilleur film d'Isao Takahata, c'est le tombeau des lucioles. Non, le meilleur film de Isao Takahata, c'est le conte de la princesse Kaguya. Allez voir ce putain de film qui adapte du coup le conte traditionnel du coup de Kaguya Hime. Donc avec un style tout en aquarelle qui est beau, magnifique, vraiment. D'ailleurs, c'est un film qui, à la base, devait sortir avant Le Vent se lève, et qui, au final, avait tellement le film, il était dans l'extravagance la plus totale en termes de production, et que Takahata commençait déjà à avoir un petit peu des signes de faiblesse qui vont être fatales de 4 ans, non, un peu plus de 4 ans après. En 2018, oui. En 2018, malheureusement, il nous quittera. Ouais. C'est son dernier film d'ailleurs. Et pour le coup, comme dernière œuvre, il a fait son plus grand chef-d'œuvre, quoi, où il adapte vraiment ce conte Kaguya Hime qui est très très célèbre au Japon, sous ce style d'aquarelle magnifique, c'est comme l'a dit Love, c'est grandiose, c'est un vrai chef-d'œuvre pour le coup. Et le dernier vrai chef-d'œuvre de pour l'instant, oui, complètement de Ghibli. Tous les autres œuvres après n'ont pas encore atteint l'apothéose qu'est Princesse Kaguya. Et comme ça, on va pouvoir survoler peut-être un petit peu les 3 derniers. Il y a quand même deux cool, mais Oh non, je suis désolé, non, alors on va arrêter de mentir. À part Le Garçon et le Héron qui est sorti, les 2 autres films dont on va parler, qu'est-ce qu'on se fait chier. Souvenir de Marnie. Souvenir de Marnie en 2014. Homoïdé non Mani, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, là? Oh non, je suis chier. Non, je suis chier. T'as pas vraiment, c'est pas là, comme le Tour de France tout à l'heure, là, t'as pas une autre comparaison là à dire? Non, là j'ai même plus la patience. C'est le Vendée Globe, c'est le Vendée Globe, il va te dire que c'est le Vendée Globe. Putain, c'est la route du Rhum. C'est quel enfer, non, mais quel enfer. Par contre, et après t'as le film 3D là. Il est ignoble celui-là. Non, avant de parler au film 3D, s'il vous plaît. Il y a quand même un film. On va se détendre. On va se détendre un peu parce que oui, Ghibli est allé en dehors du Japon. Il est allé voir la France. Il est allé voir WIT. Pour faire un petit film du nom de La Tortue Rouge. Oh putain. Quoi, oh putain? Non. C'est bien La Tortue Rouge, mais c'est pas au niveau des classiques Ghibli, quoi. Si tu prends en compte les classiques Ghibli, oui, d'accord. Quand tu prends en comparaison l'immense... Mais en fait, le problème, c'est que c'est quand même un très bon film d'animation. On peut pas dire le contraire. C'est bien beau de dire qu'un film est bien, mais en fait, à partir du moment où c'est bien, à partir du moment où littéralement, et je dis bien littéralement, tu t'attends à... En fait, Tortue Rouge, c'est bien, c'est mignon, mais quand t'es 10e sur 16 de Ghibli et que t'as 9 films qui sont meilleurs... Non, il est pas 10e sur 16. Qu'est-ce que tu me chantes?
Bah attends, on fait un classique. Princesse Mononoke c'est devant, Chihiro c'est devant, Ponyo c'est devant, Porco Rosso c'est devant, Nausicaa c'est devant, Là, Totoro c'est devant. Totoro c'est devant. Nausicaa, non, je ne mettrais pas devant. Bah même Pogno sur la Ouais, moi, falaise. je le mets Pogno devant, sur la c'est falaise, c'est Maximalis. devant. Hein. Oui, Pogno, on l'a dit. On l'a dit. on l'a dit. Je suis en train de compter dans l'ordre. Kaguya. Tombeau de Luciole, t'as adoré, donc je te le mets devant, comme ça me fait un gagne-pain. Je vais mettre devant, ouais. La- Ouais. Kiki, je le mettrais devant aussi, de mon côté. Porco Rosso, vous l'avez dit? Ouais, Rosso, on l'a dit, bien sûr. Ouais. Bah non, en fait, t'as raison, ouais, ça fait à peu près 8, 9, 10, ouais, non, t'as raison. Non, j'ai rien dit. Non, mais tout ça pour dire qu'on en arrive quand même à une. Moi, je trouve peut-être le pire film Ghibli de son histoire. Là, tu vois, là, pour le coup, je vais peut-être être méchant et on va me comparer au père de Goro Miyazaki, mais Goro Miyazaki, il a chié dans la colle quand même là. Mais là, on peut le renier, ton fils, là. Enfin, Yao, tu peux renier ton fils, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde de Aya no Majo? Heureusement, ça dure Aya, 1h22. la sorcière. Et heureusement, ça dure qu'1h22. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Déjà, c'est le film qui détruit littéralement les codes de Ghibli, du studio Ghibli. À son fils, là, il a mis de la 3D dégueulasse moche comme il faut, là. Fils de... Je vais pas dire le reste. On va mettre des bips, Jean-Pierre, on va mettre des bips. Ouais, tu dis Jean-Pierre, mais pour le coup... Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est nul. Enfin, y a rien à retirer de ce film de merde, hein, vraiment. Hein. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que on sent vraiment qu'il y a une équipe plus jeune qui va arriver, mais l'équipe la plus jeune, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ne refaites plus jamais des films, en fait, là. Mais Non. laissez les vieux faire des films, hein. Ah non, mais c'est clair, Ouais, et hein. puis je sais pas si Love t'as quelque chose à dire, mais on en arrive au dernier film qui lui va quand même Oui, laver. le film 3D et le film 3D, je veux pas de bip, faut aller se faire foutre. Voilà, c'est un moment. Et lui, tu le décrirais comme quelle compétition sportive? Du golf? Non, Pardon à ceux qui font du golf. Hein. Du lancer de nain. Du lancer de nain. Du lancer. Pardon. C'est très fort. Oh putain. Et non, ici, on ne fait pas de discrimination envers toutes les... Oh, pas bien. Bon, bah, du lancer de petite taille. Voilà, Voilà. on apprécie. Oh, ça va trop loin, là. Bon, En tout cas, on en arrive où le père décide, après 10 ans, presque une décennie d'absence, venir rattraper les bêtises de son fils. Et Hayao Miyazaki nous sort Le Garçon et le Héron. Qui, en japonais... Ouais, bah, Wado Ikuruka, bien sûr. Quelqu'un peut dire à Hayao Miyazaki il faut arrêter les films. Quoi? Ah, parce que c'est bien Le Garçon et Héron, mais en fait j'ai peur qu'il nous ressorte une bouse bientôt, donc en fait c'est bien, c'est une bonne fin, une bonne conclusion. Tu penses qu'il va nous en refaire un autre? Alors. Il est accro, il est accro. Non. En fait, Garçon et Héros, moi je trouve que c'est peut-être le film le plus cryptique de Miyazaki, dans le sens où t'as pas mal d'éléments qui te font dire un peu putain c'est la der des der, quoi. Tu sens vraiment que là c'est la fin, quoi. Tu sens qu'il est arrivé au bout, tu sens qu'il y a vraiment un message de passation. Même dans le thème principal, il y a vraiment ce côté-là de passation, on passe à la génération... Oui, c'est la transmission, la résilience, c'est... Mais oui, en fait, et je trouve que même déjà dans le style un petit peu du film, je trouve que déjà il a un tout petit peu évolué dans son style. On a vraiment un peu plus ce côté filant, un petit peu qu'il y avait moins dans ses anciens films. Là, il a un côté un peu plus filant, notamment dans les scènes où le garçon justement court, notamment, etc. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de messages un peu cachés. D'habitude, les messages sont assez nets
dans les films de Miyazaki. Cela, dans celui-là, Le Garçon et le Héron, moins. Et je trouve qu'il est quand même assez fascinant. Il est très fascinant. J'avais beaucoup peur justement que après le vent se lève, c'était fini. On n'allait plus avoir de film de Miyazaki. Et le revoir justement en 2023 avec ce film-là et le revoir au cinéma, je me dis en fait il a rien perdu de toute sa superbe. Mais en même temps, comme l'a dit Love, ça annonce un peu une fin. Pour moi, ça doit se conclure comme ça. Il y a un peu une fin. Et je tiens à annoncer aussi au fait que regardez absolument le documentaire sur la création du film Le Garçon et le Héron, donc Hayao Miyazaki et le Héron, qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, donc vous n'avez pas d'excuses, où on suit en fait du coup les 8 années de production du film. En fait, on pensait que après Le Vent se lève, il s'était arrêté et puis c'est tout, mais en fait non, c'est juste qu'il n'arrivait pas à créer de film. Il n'arrivait plus à créer de film, il était détruit. Déjà par la mort de son plus vieil ami Isao Takahata, ensuite de l'une de ses collaboratrices les plus chères, donc une de ses animatrices les plus chères, qui est morte aussi exactement. Et en fait, on est en train de découvrir en fait un studio Ghibli qui est en train de mourir à petit feu. Et je pense qu'en fait, on comprend en fait à travers ce documentaire que le jour où Hayao Miyazaki meurt, c'est la fin de Ghibli. C'est la fin. Il n'y aura plus de Ghibli après ça. Pour moi, c'est ça. Ça fait une conclusion triste quand même. Hein. Ça fait une conclusion triste, mais qui est un peu réelle, parce que tu vois complètement Miyazaki épuisé après avoir fait ce film. Il est mort, épuisé. Il n'en peut plus. Il a utilisé toutes les dernières ressources. Ça a pris 8 ans de production pour faire ce film. Chaque micro-détail, il n'en peut plus. Vraiment, Hayao Miyazaki, il a quand même 82 ans. Non, 80... Maintenant, il en a 85, 86. Toshio Suzuki, il en a quasiment 80, donc le président de Ghibli. C'est la fin, c'est la fin d'une ère. Et je trouve que le film, Le Garçon le Héron, avec toutes ces thématiques, tous ces éléments un peu cryptiques sur la passation de pouvoir, sur l'avènement d'une nouvelle génération, nous fait son baroud d'honneur. Et en plus, on l'a récompensé de la plus belle des manières avec un Oscar, qui était amplement mérité, je trouve. Non, attends. Oui, un Oscar, oui. Oscar du meilleur film d'animation et Golden Globe du meilleur film d'animation. Oui, mais est-ce que c'était mérité? Il y avait qui en compétition? Je veux juste savoir qui il était en compétition. Attends, c'était en 2024. Une année, oui. C'est C'était une année franchement pas ouf, c'était mérité. C'était pas. Il y avait Chapeauté 2, c'est vrai. Il y avait que Chapeauté. Et Marcel le Coquillage. Non, merde, attends, je me cours d'année. Ah non, il y avait Across the Spider-Verse, c'était son seul concurrent. C'était Across the Spider-Verse, de Spider-Man, qui était le seul concurrent direct. Mais je pense que Le Garçon et le Héron méritait mieux. Voilà, je le dis. Pour le coup. Et je trouve que. Il y avait vice-versa. Je crois qu'il y avait vice-versa. Attends, non, j'ai la liste devant moi. Il y a Élémentaire, Mon ami robot, Nimona et Spider-Man Across the Spider-Verse. Avec Le Garçon et le Héron. Okay. Pour l'Oscar de meilleur film d'animation. Et je sais pas qu'après ça, en fait, quel sera l'avenir du Ghibli? Je ne sais pas. Soit ça s'arrête et c'est une bonne conclusion comme ça, et comme ça, ça évite d'être déçu. Soit il y a vraiment des personnes qui reprennent le truc derrière et qui respectent, qui déjà nous refont plus de 3D dégueulasses comme Goro. Et et puis sinon tant pis, ça sera peut-être la fin d'un studio, du plus beau studio de tous les temps. Oui, pour le coup, c'est le plus beau studio de tous les temps. Ça, c'est sûr et certain. Et en fait, le problème, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est le fameux mème mythique, tu sais, No AI is destroyed, sur le fait que Hayao Miyazaki est contre l'IA, alors que c'est ses propres assistants du Ghibli qui disent « faudrait peut-être commencer à utiliser ça, ou utiliser de la 3D, etc. » C'est ça dont j'ai très peur. C'est que si Miyazaki nous quitte, ou que même Toshio Suzuki meurt, les deux, soit le studio se termine et on aura peut-être la fin du plus grand studio d'animation de tous les temps, soit on va avoir une reprise
Catastrophique. Et ce sera plus la même chose. En fait, faut dire une chose. Le studio Ghibli, c'est qui? C'est Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki. Et Joe Hisaishi. C'est les 4. Et il ne reste plus que 3. Il n'en reste plus que 3. Oui, il n'en reste plus que 3. Et on espère qu'ils dureront le plus longtemps possible. Mais je pense que Le Garçon et le Héron, à mon humble avis, était une excellente conclusion. Mieux que si ça avait été Le Vent et le Soleil, par exemple. On est d'accord. Et est-ce que c'est pas du coup la conclusion de cet épisode? Après, comme je l'avais annoncé, presque 2 heures à parler. Ça méritait 2 heures d'épisode. Le studio Ghibli. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut encore continuer? Je pense qu'on peut arriver à la fin. Là, on est arrivé avec Le Garçon des Ronds. Moi, j'ai tout dit. C'est plutôt Love qui peut-être. Bah, moi, j'ai aussi tout dit. J'ai fait confiance à mon collègue de toujours, Tuga, sur la prononciation des mots en japonais terrifiants. Domo arigato. Non, je pense que... Bah, terrifiant, c'est ce que j'ai dit. Mais du coup, je pense que là, on a tout dit. Je pense qu'on peut conclure tranquillement. Pas besoin de faire de promotion. Je pense que là, les gens sont juste heureux de nous avoir écoutés. Et on peut te laisser finir. Arigato gozaimasu. Et puis... C'est Arigato gozaimasu. Gozaimasu. Et puis, écoutez, ce podcast... il n'y aura pas de promo, voilà, de toute façon, le Ghibli suffit à lui seul, il n'a pas besoin de conclusion plus simple. Merci à tous et à toutes de nous écouter sur nos 3 podcasts différents, de partager notre passion du cinéma avec nous. Cet épisode, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de Deezer, Spotify, Amazon, Apple Podcast et YouTube. Je vous remercie Tuga et Love, merci d'avoir passé autant de temps sur cette session d'enregistrement parce qu'on aura enregistré 2 épisodes à la suite, le Hardman que vous avez déjà découvert avant et le Ghibli, et donc je vous remercie, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes, et puis petite annonce, des interviews assez spéciales de Love et de Tuga qui vont bientôt arriver. Voilà, ciao ciao. On a hâte. Moi j'ai hâte. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao.